Abonnez-vous, likez. Bonjour, nous recevons ici Xavier Donat sous son nom d'auteur et parfois Xavier Niblen, personnage haut en couleur que vous connaissez grâce à la chaîne YouTube XanXL. Xavier, c'est simple, ma première question, c'est petit retour, flashback en arrière. Quel est ton passé, d'où tu viens, d'où tu sors? Alors, oui. Alors déjà, c'est vrai que pour cette vidéo, j'ai fait appel à toi, mon frérot, pour parler un peu de la censure à partir de mon parcours personnel. Parce que c'est vrai que j'ai eu tendance à faire beaucoup de projets dans l'ensemble de ma vie sur plein de choses, mais j'ai jamais vraiment parlé de moi. Et c'est vrai que c'est pas si facile que ça pour moi de parler de moi. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que j'ai aussi une forme d'expérience qui est la mienne, qui je pense peut vraiment intéresser des gens. Et en même temps, je ne mets pas en avant. Et du coup, j'ai écrit un bouquin, comme on va le voir à la fin. Il est Ensemble vers le monde de demain. Et j'ai eu du mal à le placer dans les bibliothèques, dans les librairies. J'ai du mal à le placer un peu partout. J'ai eu du mal à trouver un éditeur et je voulais en arriver pourquoi. Et pour l'expliquer pourquoi, j'ai décidé de parler un petit peu de l'ensemble de mon expérience jusqu'à là. Donc pour moi, le thème un petit peu d'aujourd'hui, c'est la censure, mais par rapport à mon parcours. C'est vrai que comme tu as commencé par là, et pourquoi pas, tu as remarqué qu'il y a des fois, je publiais par exemple les pièces de théâtre sous le nom de Xavier Niblen, et là j'ai publié ce livre sous le nom de Xavier Donat. Ce qui est très difficile pour moi très difficile parfois pour les gens de comprendre. Pour moi, c'était pas si facile que ça à faire, mais c'est assez clair parce que pour les pièces de théâtre, il y a 2 pièces de théâtre sur 3 qui ont été jouées dans les années 90, dans une troupe que tu connais, puisqu'on y a été tous les deux. Tout à fait. La troupe que d'ailleurs j'avais créée à l'âge de 18 ans, et il y a eu beaucoup de monde, et tu as même fait Terre de légende, toi que tu as bien aimé, que tu as pu écrire. Et à l'époque, on les a joués en public. Voilà, et là il y a Tempire et l'Antifatal qui ont été joués à cette époque-là. Et signés à Xavier Niblen à cette époque. Voilà, qui sont des pièces que j'avais écrites à cette époque-là. Et il y a Malgré moi, qui est une pièce qui parle des Malgré nous en Lorraine. C'est vraiment une histoire qui n'est pas trop pas très connue, et on la prend pas forcément à l'école. C'est Malgré nous, en 2 mots, c'est les personnes qui ont combattu l'Allemagne dans la Deuxième Guerre mondiale pour l'armée française, et qui, quand Hitler en juin 40 s'est retrouvé à Paris, voilà, défaite, Vichy, tout ça, c'est des bachons de l'histoire. Et les Alsace-Mosellans, on dit toujours Alsace-Lorraine dans toute la France, mais en Lorraine ils savent que c'est l'Alsace-Moselle. Voilà. Et les Alsace-Mosellans, du jour au lendemain, les gens qui étaient à l'armée, ils ont dû se battre sur les champs de bataille pour les Allemands, du jour au lendemain. Donc complètement l'injonction contradictoire. Et s'ils refusaient de le faire, on menaçait de tuer la famille et tout ça. J'ai trouvé que c'était une histoire qu'on n'entendait jamais parler à la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, dans mon parcours d'éducateur, j'ai trouvé très important et nécessaire d'en parler, et un peu par hasard, parce que j'ai eu un usager qui avait tendance à se faire quelquefois du mal, à s'éventrer et tout ça. Et en même temps qui était passionné par la guerre. Et quand on a décidé quand j'ai décidé un peu de fouiller avec lui son envie par rapport à la guerre et tout, par rapport à ce qui se faisait et puis son mal-être qui était récurrent depuis des années, on a pu constater qu'il y avait un peu une sorte de secret de famille sur sa maman qui avait été adoptée, qui est très gentille. Ses parents ils ont vraiment fait vraiment l'effort de pouvoir parler de ça avec lui et avec l'équipe pluridisciplinaire dans le social. Dont je faisais partie. Et on a appris un peu d'un secret de famille avec les Malgré nous et tout ça. Et elle avait été adoptée par cette personne-là. Ça m'a complètement inspiré sur l'adoption, sur la reconnaissance de sa famille, sur la recherche d'identité par rapport à la guerre et toutes les modifications familiales que ça peut faire. Alors c'est pas un sujet qui est censuré par rapport au thème aujourd'hui, mais c'est pas tellement dit, et on peut se poser la question si la censure ne commence pas sur des choses qui seraient très peu dites ou très peu expliquées. On peut se demander pourquoi il y a des choses qui sont pas... Pour quelle raison c'est pas expliqué trop dans l'histoire Pourquoi on condense l'Alsace-Lorraine par rapport à l'Alsace-Moselle? Après il y a des choses qui sont... moi je connais beaucoup plus des choses qui sont passées sous silence, comme le massacre de Tiaro, et que souvent les Africains connaissent beaucoup plus, parce que eux, ils ont payé un lourd tribut par rapport à l'histoire des Africains qui ont aidé... le retour de guerre en plus. Ouais, voilà, retour de guerre. Donc combattre pour la France. Voilà.
Et ils se font massacrer après par ils sont massacrés, le propre pays qu'ils ont délivré. Ouais, c'est ça, mais à la base, d'ailleurs on a entendu, c'est revenu dans l'actualité récemment, Oui. parce qu'ils ont dit qu'il c'était sans doute pas une cinquantaine de morts, comme c'est un peu noté, mais beaucoup plus que les généraux français auraient fait. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas le massacre de Tcheroy, c'est simplement, en quelques mots, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, normalement on leur avait promis une dot pour ceux qui étaient vivants, parce qu'il ne faut pas oublier que les tirailleurs sénégalais, déjà on les appelle comme ça, mais ils ne viennent pas tous du Sénégal, ils viennent de plein de pays africains, mais ils partaient du Sénégal, donc forcément les Français les ont appelés tirailleurs sénégalais parce qu'ils partaient de là, mais c'est comme si on partait d'un port en Espagne et qu'on nous appelait l'armée espagnole, ça venait de toute l'Europe, enfin c'est insensé quand on le projette dans le sens. Et donc voilà, ils sont africains, ils sont toute l'Afrique. À un moment donné, forcément il y a une dot de guerre, et il y a des généraux français ou des politiciens français qui veulent donner cette dot et d'autres qui ne veulent pas. Et comme ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils les gardent comme ça en zone de rétention. Statu quo. À Marseille dans un premier temps, ou pas loin de Marseille, et au final, au bout de certains mois, ils n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord, ils décident on va commencer à faire... on va les renvoyer là, et on se mettra en accord d'ici là. Et ils sont pas encore d'accord pour statuer s'ils veulent donner leur dot, c'est quand même dingue. Et on les stocke, on stocke des gens, c'est moche, mais c'est ça, on les parque. Encore dans zone de rétention, c'est des gens qui ont aidé la France. Des ennemis, hein. Non, ils ont aidé la France, c'est ça qui est en première ligne. C'est dingue. Ils sont stockés il n'y a pas d'autre mot, comme des marchandises, à Tcheroy, sur leur terre continentale, parce qu'il y en a qui viennent de loin, comme je disais. Et tout d'un coup, les généraux, les politiciens, tout ça, ils veulent pas encore se mettre d'accord. À un moment donné, il faut une sorte de sitting, parce que forcément, ils n'ont pas d'armes ni rien. Et se croyant débordé, il y a un général, il décide de tirer dessus dans la mêlée, quoi. On dit officiellement 50 morts, c'est jamais dans les livres d'histoire. Mais du coup, si on comprend pas ça, on comprend pas non plus l'histoire de la France-Afrique et tout ce qui se passe actuellement dans ce qui se passe avec Macron. Et si on allait sur ces sujets-là, beaucoup d'entre nous seraient censurés. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile, et pour moi, c'est une histoire qui m'a toujours touché. Je me suis toujours senti proche un peu du monde entier. J'ai toujours dit que j'étais citoyen du monde, toi-même tu le sais. Mais du coup, c'est vrai que j'ai toujours été touché par tout ce qui se passe en Afrique, un peu dans certaines zones d'Amérique du Sud aussi. Et donc pour moi, ça me touche. T'étais habitué avec ce livre. Je veux dire, t'as déjà été censuré avant ce livre. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer les premières fois Eh ben voilà. tu t'es senti censuré? Alors, je me suis senti censuré quelque part déjà depuis le collège, comme j'aime à le raconter parfois, parce que souvent dans les conclusions, quand on avait des sujets un peu libres des rédactions, je pouvais donner un peu ma projection sur des choses qui me touchaient. Ça pouvait être des histoires un peu géopolitiques ou simplement des choses qui pouvaient se passer. Il y a plein de choses qu'on pourrait rebondir. Ça peut être la guerre du Rwanda, ce qui se passait dans les années 90. Ça peut être ce qui se passe en Israël et Palestine depuis bien longtemps. Des sujets auxquels presque c'est très difficile de traiter objectivement maintenant, sans être taxé de tous les noms qui sont quand même bizarres. Parce qu'on peut aimer tous les peuples du monde, toutes les religions et toutes les cultures et vouloir qu'un peuple il puisse exister. Maintenant, on est quand même arrivé dans un monde, c'est quand même nouveau depuis quelques années, où tu peux revendiquer, tu peux vouloir dire qu'un peuple a le droit d'exister, a le droit de se déplacer chez lui et être taxé de toutes sortes de mots. C'est quand même dingue. Alors qu'on peut aimer tout le monde et voilà. Mais non, maintenant c'est comme si il fallait faire attention de ne pas défendre des peuples pour leur liberté et leurs droits. C'est comme dingue. C'est plus entendable d'aimer les gens de notre époque. Ouais, presque tu aimes les gens, t'es un sale wok islamo-gauchiste. C'est vrai, alors que ça n'a rien à voir. Parce que quand tu veux aimer les gens, quand tu veux vraiment l'idéal humain, l'humanisme, c'est d'aimer tout le monde comme son prochain, comme nous-mêmes. Moi j'ai toujours pensé à ça, ça peut paraître... Je suis peut-être un idéaliste de fou, mais en plus tu me connais depuis longtemps mon frérot, et je pense que toi aussi tu partages un peu ça, parce qu'on s'est construit sur ces valeurs-là, ensemble, et donc on est vraiment des gens qui aimons les gens pour ce qu'ils sont, sans distinction de religion et de culture. Et pour moi, j'ai pensé pendant longtemps à l'adolescence que quelque part les idées françaises, parce que souvent on dit oui, il y a les extrémistes qui aiment bien la France et les islamo-gauchistes qui décèdent la France. C'est n'importe quoi, parce que tout ça n'existe pas, les wokistes, ils décèdent la France. Mais non, mais moi c'est parce que pour moi les valeurs françaises, je me retrouvais là-dedans quelque part. C'est pas un rejet de la France, bien au contraire. C'est me dire mais oui, parce qu'on nous a appris ça à travers le siècle des Lumières et tout, même si quand on est plus grand, on sait que c'est plus compliqué. C'est intéressant ce que tu dis, mais tu t'es écarté. Quand est-ce que tu as été censuré la première fois? Parce que tu dis le collège, t'as pas de fait là encore. T'as raison, je profite qu'on parle de ces sujets-là et j'ai tendance à m'étirer. Alors, au collège, j'avais tendance à écrire comme ça en conclusion des petites choses. Et souvent, le prof me disait, Xavier, attends le lycée. Attends le lycée, tu pourras plus parler parce que là, t'es encore jeune.
Au lycée, pas fin de troisième partie, je mets un petit truc comme ça sur la liberté des peuples, machin, je fais une petite allusion à ce qui se passe dans le monde quelque part, c'était riche et varié, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et j'avais un prof qui pouvait venir en me disant « Mais Xavier, attends d'être à l'université, t'auras pas t'exprimer, pour l'instant, on reste à thèse, antithèse, synthèse, oui, t'es d'accord, non, t'es pas d'accord, oui et non, on est un peu d'accord et pas d'accord, parce qu'à l'époque c'était la mode, thèse, antithèse, synthèse, et puis voilà, t'auras la bonne note, pourquoi tu vas chercher midi à 14h ?» Ensuite, j'arrive en première année de fac, deuxième année de fac, on me dit « Mais attends que tu sois en thèse ». J'arrive à l'époque, maintenant c'est le master, mais à l'époque il y avait soit DEA pour ceux qui voulaient faire une thèse en bac plus 5, ou soit DESS pour ceux qui voulaient aller sur le marché directement après le bac plus 5. Moi j'ai décidé de faire un DEA parce que je voulais être un chercheur. Alors j'ai fait des études dans le cinéma, mais mon thème c'était le documentaire social engagé. Ça m'intéressait aussi beaucoup la fiction, mais la fiction sociale. Ce qui m'intéressait c'est vraiment la fiction sociale. J'ai toujours pensé que je ferais du documentaire social et après de la fiction sociale. Donc je voulais être chercheur de ça, donner des cours, faire des films sociaux, je me voyais comme ça. Donc réalisateur, scénariste, ouais, des films sociaux. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à la fin de cycle DEA pour ma thèse. Là, tu dois chercher un sujet qui t'intéresse, que tu vas traiter pendant 3-5 ans. Souvent, c'est 3 ans minimum, tu es 5 ans, 7 ans ta thèse parfois. Et moi, je me dis, bah, hey, attends, moi je suis animé par des choses depuis l'âge du collège. Je peux plus reculer, parce que si là on me dit que c'est pas le lieu, ça sera jamais le lieu. Et moi, je me mets à faire un documentaire social engagé, et j'ai des profs à ce moment-là qui me soutiennent, mais qui ne peuvent pas forcément faire ma soutenance, être la personne qui me suit, pas mon souteneur, parce que ils n'avaient pas forcément les diplômes, ils pouvaient jusqu'en maîtrise, mais comme eux ils ont eux-mêmes un DESS ou un DEA, bac plus 5, ils ne peuvent pas. Il faut des thésards pour pouvoir valider des thésards, ou des futurs thésards. Et donc, je me suis retrouvé devant une personne qui aurait préféré que je traite le cinéma américain, parce que on est un peu les prostituées des Américains culturellement depuis 20 ou 30 ans. Tant pis si je choque les gens, mais il y en a plein qui vont être d'accord avec moi, c'est pas une découverte. Et ça se voit de plus en plus, mais c'était déjà à l'époque le cas, hein. Là on parle de 2005, 2004, 2005, et la personne elle me dit, mais moi j'aurais préféré que tu traites le cinéma américain, mais on aurait eu peur qu'elle me dise, que tu fasses ça, et qu'après tu enseignes le documentaire social engagé. On aurait eu peur. Donc, on préfère donner ton DEA avec une note minimum. À l'époque, c'était 12. Il faut la mention pour passer en thèse. Et donc, t'es un élément subversif de la société française. On m'a pas dit ce qui gênait. On m'a pas dit « Ah, c'est faux ce que tu dis. » Personne m'a dit ça. Sur tel ou tel... Parce que c'est un dossier... Donc, la note magique du 12 pour eux, ça permet de m'écarter sans que je puisse redoubler pour avoir un 15 et passer comme... Pourquoi on peut pas redoubler quand on a 12 ? Parce que tu l'as. Ah ouais. donc ils te le donnent, mais t'as pas assez non plus pour que tu puisses faire la thèse. Et ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, je suis le seul à savoir ma note à la fin de la soutenance. Les gens qui ont fait la soutenance, ils doivent attendre 3 semaines. Moi, je sais que j'ai 12 parce qu'on m'explique qu'on veut me rayer. C'est intéressant. Ah oui, c'est intéressant. Si ça, c'est pas de la censure, ça, c'est intéressant. Donc là, j'ai été censuré vraiment dans le truc. À ce moment-là, tu te rends pas compte, après, il y a la vie qui passe et tout, tu gardes des idéaux. Qu'est-ce qui se passe sur le moment dans sa tête quand on comprend qu'on n'a pas été écarté pour de l'incapacité, pour de la médiocrité, pour du mauvais travail, mais justement pour avoir quelque part été trop brillant? Alors en même temps, ce qui est bizarre, c'est que maintenant je sais, et c'est un gros problème chez moi, c'est qu'il n'y a pas toutes les émotions chez moi. Et j'ai pas ressenti de colère. Normalement, c'est de la colère qui revient. En fait, alors j'ai quand même de la révolte, attention, c'est pas complètement la colère, je me sentais un peu révolté. En même temps, j'étais un peu ironique. Et j'avais une part de moi qui était fière, c'est très bizarre. À un côté de moi qui dit, mais la France, c'est pas ce qu'on m'a dit, c'est pas la liberté d'expression. Mais en fait, quand je vais dans la France et quand je vais parler du monde, on me dit, mais Xavier, la France, liberté d'expression, c'est pas comme, comment les gens diraient, ils vont donner des exemples, c'est pas comme en Iran, c'est pas comme en Afghanistan, c'est pas. Mais je dis, la France, la liberté d'expression, moi, ça m'a toujours posé des questions. La France des Lumières. Moi, et puis alors, ce qui m'a posé problème aussi, c'est qu'à l'intérieur de mon mémoire, j'ai jamais su ce qui posait problème. Parce que même maintenant, si on me disait, mais Xavier, c'est quoi? Je vais dire, bah, je sais pas, j'ai traité de ça, c'est peut-être ça, mais j'ai même pas la preuve de ce qui posait problème. Parce qu'on m'a même pas dit, ça, vous avez pas le droit de le traiter. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que, bien sûr que dans mes mémoires, je me basais sur plusieurs documentaires. Ça parlait de la France-Afrique? Bah, entre autres, mais pas seulement. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, tu vois, j'avais un documentaire qui était sur la Syrie, je me rappelle plus exactement duquel, parce que ça fait longtemps et j'ai pas été les revoir, mais je me rappelle qu'il y avait aussi un documentaire sur l'Israël et la Palestine, peut-être c'était déjà ça, mais je parlais aussi, et ouais, avec à l'époque les accords d'Oslo et tout ça qui étaient assez récents, ça avait à peine 10 ans, où il y avait Yitzhak Rabin qui avait été assassiné par quelqu'un d'extrême droite qui était maintenant du parti
de Netanyahou. Donc à l'époque, on était déjà là-dedans, mais on n'avait pas encore Sharon et Netanyahou. Donc voilà, et il y avait déjà, à l'époque, j'ai aidé une prof qui était super engagée, qui a fait un festival à Lille qui existe encore, qui s'appelle L'Art Charnière, super engagée avec des vrais thèmes sociaux de tous les sujets, hein, même des sujets français, sociaux, ou de tout le monde, enfin vraiment humaniste possible, et où il y avait à ce moment-là beaucoup d'artistes israéliens, juifs, qui militaient pour les droits palestiniens. Et donc j'en ai connu, j'en ai rencontré, c'était formidable. Donc c'est parce que le monde nous montre maintenant, ces gens existent encore. Et le monde ne nous montre pas ça. Dans l'Union juive pour la paix d'ailleurs. Exactement. Exactement. Et là-dessus, t'en connais aussi un rayon, mais presque tu pourrais peut-être aussi être à ma place pour que ça pourrait être intéressant parce que je pense que tu connais aussi un peu ce secteur-là. Mais voilà, c'est difficile quelquefois d'en parler parce que de quoi on va dire et comment on est. C'est plutôt censuré quelque part. Les grands patrons des grandes chaînes médias qui taisent un peu ces organisations juives pour la paix et qui mettent en avant que l'extrême droite, mais pas que juifs, l'extrême droite de tous les pays. Donc, et dire ça, c'est pas être antisémite. Et quelque part, comme ils sont d'extrême droite, si on pense par association que l'extrémisme de droite s'approche de l'antisémitisme historiquement, ça peut peut-être les arranger de mettre une image biaisée du juif pour qu'on le déteste. Et donc, en gros... et de faire une guerre c'est terrible. Et d'activer les crispations. Et complètement. Donc du coup, on est d'accord. Il faudrait sauver les juifs et arrêter Netanyahou et l'extrême droite. Et donc on est d'accord, quelque part, que en parlant de ces choses-là, même si c'est des sujets qui sont tabous, en disant que les Palestiniens, ils ont des droits et qu'ils ont le droit d'avoir les mêmes droits que tout le monde sur la Terre, c'est aussi pour aider le peuple palestinien autant que le peuple juif. Mais bien sûr. Parce que quelque part, c'est aussi... le vivre ensemble. Voilà, le vivre ensemble qui leur permet aussi, maintenant qu'ils sont installés quelque part, on n'est pas en train de dire il faut les chasser, il faut les tuer, jamais de la vie. Donc pouvoir penser, on est quand même dans un monde où maintenant les gens, où ils nous ramènent à ces valeurs-là humanistes, sont quelquefois traités d'antisémites dans le monde actuellement français. C'est quand même dingue. Et même il y a des personnes juives qui disent la même chose, qui seraient des juifs antisémites. Mais par contre, si t'es pas juif, t'as même pas le truc, tu peux dire je peux pas être juif et je peux pas être. C'est ça qui est aberrant. Donc en fait, on est quand même dans un monde assez spécial. Et c'est difficile parce que même moi, j'ai hésité à donner mon avis sur ces choses-là alors que j'y connais quelque chose. Et je pourrais aller beaucoup plus loin. Et c'est même pas l'objet de la vidéo, c'est juste pour passer dans les mondes de censure. Et du coup, on est dans le truc, mais on va pas aller au bout de cette histoire-là parce qu'il y a d'autres choses à dire sur le thème de la censure. Mais quelque part, moi-même, j'ai hésité avec ce que je sais. Parce que je me suis dit, mais Xavier, si tu donnes ton avis, tu donnes des cours à l'université, on va peut-être plus t'appeler, peut-être que tu vas plus faire ça, peut-être qu'on va... Et c'est ça qui est... C'est avoir peur dans un pays où on te parle de liberté, où on te parle de la liberté d'expression, de se penser qu'on est muselé pour sa propre vie, sachant que moi, pour l'instant, je fais pas énormément de vues sur YouTube et que c'est pas... Et je peux pas envie, je suis à zéro. Pour l'instant, je veux dire, et que tu t'exprimes et que tu pourrais avoir des problèmes. Alors, ce livre est censuré, il est quand même trouvable. Il est trouvable... Alors, on en parlera à la fin. Je voulais te poser une question quand même. Là, sur ce livre, sur lequel tu es censuré parce que tu veux créer un nouveau monde en bouleversant les systèmes en place qui un peu, comme tu le dis, nous terrorisent parce que nous promettent quelque part la déchéance de notre vie sociale si on se la ramène entre guillemets. Donc tu parles de se retirer dans des... Alors je vais parler de ça après si tu veux bien, et je vais t'expliquer pourquoi je veux venir après. C'est très bien ta question, mais avant je voudrais qu'on parle d'un autre objet de censure qui a été plus léger. Quand j'étais éducateur et que je travaillais avec des personnes en situation de handicap, avant de parler de ça, je voulais parler de Dr Boulette. Parce que du coup on est dans la hiérarchie, on va dans l'ordre chronologique de la deuxième fois où j'ai été une certaine forme de censure. Alors il y a peut-être eu d'autres fois, mais la deuxième fois marquante, ça serait bien... Ouais, d'une certaine manière. Parce que ce qui se passe, et là je peux faire le contact parce que c'est quand même intéressant de savoir que quelque part, on était des précurseurs par rapport à ce qui s'est passé au Covid. Sans penser qu'il allait se passer le Covid comme ça s'est passé, parce que c'était quand même, quand on l'a vécu, on était surréaliste, on était tous atterrés. Je suis persuadé que la génération d'après ne nous croira pas quand on en parle. Oui, et la société, elle s'est quand même, on peut quand même le dire, elle s'est bien fait avoir. Enfin, presque tout le monde le dit. Hein. Quand on en parle maintenant avec les gens ils ont eu l'air d'avoir oublié. Je pense que les gens oublient vite d'ailleurs. Mais quand on en parle et qu'on fait un arrêt sur image, même les gens qui se sont vaccinés 6 fois, 1000 fois, il y a des fois, tu leur dis, mais on s'est fait avoir ou pas, sans savoir ce que tu penses. Ils vont dire, ouais, on s'est quand même fait avoir. Donc en fait, tout le monde est conscient que tout le monde s'est fait avoir. Peut-être à part quelques brebis égarés. Il peut encore en avoir, il y en a toujours. Mais maintenant, les brebis égarés, c'est ceux qui pensent que tout était normal, que tout était bien.
que tout s'est bien passé. Bon, c'est ceux-là, maintenant, les brebis égarés. À l'époque, c'était le contraire. C'était les gens Mais alors, vas-y, reviens. Docteur Boulette. Quelle est la censure de Docteur Docteur Boulette? Docteur Boulette, je suis avec des personnes en situation de handicap. Court-métrage qu'on retrouve sur YouTube. Ouais. Sur la chaîne. Oui, il n'est pas censuré sur YouTube. Oui. Il a été censuré Il n'a pas par les été censuré festivals. partout. Et donc, du coup, à un moment donné, il se passe quelque chose d'actualité qui n'est pas resté longtemps dans les annales, qui a été dit une fois sur BFM TV. Pourquoi je parle de BFM TV? Parce que les usagers, souvent, quand on est. C'est des personnes qui regardent BFM TV. Ils ont la BFM TV à la maison, ils ont la télé. Il y en a qui habitent chez eux, il y en a qui sont. Il y en avait un qui était en accueil 2 jours, il y avait des usagers qui travaillaient. Qui travaillaient pas, justement, parce que moi, j'ai travaillé avec des publics qui travaillaient pas, qui n'étaient pas en ESAT, qui n'étaient pas assez stables pour pouvoir travailler. D'ailleurs, ouais, bon, bref. Et donc, du coup, ces personnes-là, un jour, il y en avait deux, qui avaient été traumatisés d'une information, ils en parlent, et ils me sollicitent là-dessus. C'était une petite fille qui s'appelait Ayana. Ils avaient dit sur BFM TV, chose de dingue, que la fille, après avoir reçu, il y avait 3 vaccins obligatoires à ce moment-là, mais on n'en retrouvait que par 11, faut le savoir. Ah non, à ce moment-là, c'était 6 ou 7, je crois que déjà qu'il y avait le 11, parce qu'il y a eu plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il y avait 3 vaccins obligatoires, mais on ne pouvait pas les trouver les 3. On était obligé, au lieu d'acheter à 7 € les 3 vaccins obligatoires recommandés par l'État et par l'OMS. Voilà, l'OMS, c'est ça, en France en tout cas, eh ben, on était obligé d'avoir 3 ou 4 vaccins en plus. Le ROR, rougeole, rubéole, rayon. On était obligé d'avoir ça en plus. Et ça a duré 1 ou 2 ans. Et après, il y avait 11 dedans. Comme ça, dans les 3. C'était juste pour les 3 obligatoires, mais t'en trouvais 11. Alors le prix, c'était plus. Alors, déjà quand ils étaient 7, c'était déjà 45, 47 €. Alors, ce qui est très bizarre, hein, c'est qu'on doit faire des rappels de ces choses-là. Tout le monde le sait. Personne ne se pose une question. C'est quand ton enfant, il est jeune et que tu avais les 3 vaccins obligatoires. C'était le cas pour mon fils qui est né en 2009. Trouve les 3 vaccins obligatoires, on le fait. Rappel dans 2 ans. Tu retrouves que les 7, mais personne ne se pose la question des 4 s'il faut faire les rappels pour que ce soit bon. Ah ouais. Et ça, personne ne se pose la question. J'ai posé la question à plein de monde, mais il n'y a personne qui se pose cette question, même pas le docteur. Oh, mais c'est normal. Donc ça veut bien dire que c'est un peu de la poudre aux yeux. Parce que si on veut bien t'injecter des vaccins, voilà, mais que tu es censé faire des rappels, mais que tout le monde s'en fout parce que tu l'as fait une fois et qu'il y en avait 3 et après 7 et que personne ne fait la différence, il y a une mascarade derrière. C'est dingue que je sais pas. Donc à un moment donné, déjà ça m'étonnait tout le temps. Et à un moment donné, donc, il y a eu ces 11 vaccins. Alors 11 vaccins dans un petit corps. Alors je dis pas, moi je suis même pas anti-vax. Je trouve que les vaccins ont sauvé l'humanité sur certains points. C'est mon avis. Ça c'est un débat qu'on pourra avoir, parce qu'on n'est peut-être pas forcément d'accord, mais c'est sûr que pour moi, bon, le vaccin de la rage, voilà, il y a des gens qui pourront se Tu n'entendras jamais dire que je suis pas d'accord, hein, ça se dévie. Ok, très bien. Dans des cas mineurs qui sont étayés, qui sont reconnus, pour la polio, ça les tue. Pour la polio, ça elle a carrément Après, indiqué de ma façon de dire que je suis contre les vaccins, c'est plus Bien philosophique. J'avoue qu'on a plus de chances de mourir par mère nature, mais que c'est pas un crime. Alors que les faibles chances qu'on a de mourir de la main de l'homme, ça devient un crime. Alors moi, comme j'explique, je suis anti-rien, dans le bouquin je le marque. Il y a un passage où je dis je suis anti-rien, je préfère être pro quelque chose, et pro de ma propre pensée. Et j'invite tous les gens à être pro de leur propre pensée. Ce qui change tout. Ce qui fait que moi, je peux pas être anti-vax parce que c'est impossible. Les vaccins ont pu apporter du bien. Par contre, je suis pro à ce que les gens puissent avoir une liberté. Voilà. Je suis plutôt dans ceux qui pensent que le vaccin contre le Covid n'ont pas été un vaccin, plutôt une thérapie génie. Et je pourrais l'expliquer sur plein de trucs, mais ça c'est pas très grave, pour l'instant c'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, pour cette phénomène, le petit Ayana, elle avait été. Voilà, ça avait je reviens à mon histoire, ça avait bouleversé des usagers qui disaient mais la petite elle est morte et tout. Alors pour les usagers il y en avait un qui était déjà. Le problème c'est que pour moi tu viens de dire un truc qui est pas tu veux que je revienne sur quelque chose compréhensible sur tout le monde. Ouais, dis-moi. Dans ta génération, dans la mienne, dans nos générations, dire je suis pour toutes les libertés, c'est audible, tout le monde comprend ce que tu veux dire. Tu sais, la vieille règle de la liberté. C'est vrai que dans les années 80 c'était fort présent. Maintenant, elle a été dénaturée cette notion de liberté. Maintenant, la liberté est utilisée pour pas du tout les mêmes idées que toi. Genre, je veux la liberté d'avoir un fusil mitrailleur sur moi. Je veux la liberté d'avoir ceci, d'avoir cela, au dépens des autres quelque part. Donc, à quel moment c'est arrivé? C'est ça ta question? Non, quand tu parles de liberté, pour les jeunes générations qui ont une nouvelle grille, qui peuvent avoir une nouvelle grille de lecture pour le mot liberté, quel genre de liberté tu parles? Alors, faut-il rien réguler alors? Tout déréglementer? Attention. Pas avoir de loi qui t'interdit d'avoir d'armes, pas d'avoir d'armes. Alors, moi je pense pas que moi je me situe pas dans les libertariens si tu fais là-dedans, et attention parce que ta question elle est un peu vague et je peux répondre beaucoup de choses. Néanmoins, je préférais que tu t'expliques là-dessus plutôt que de le laisser encore plus vague que de dire liberté et laisser les gens. Non, je suis pour la liberté. Je suis pas pour. Moi je suis pas pour les armes d'office.
je suis pas pour les armes. Et pour moi, dans un monde idéal, il n'y a pas d'armes. Et je peux pas être pour l'arme. Et si tu veux, cette liberté de pouvoir octroyer des caméras pour voir, c'est arrivé à la fin des années 90-80, et oui, on commence à mettre des... Et il y a la plupart des gens qui sont de la génération dessus de nous, la génération de nos parents, ils étaient super choqués. Et alors, il y en a certains, oui, qui étaient rassurés parce qu'ils avaient déjà eu peur de tout le monde, et peur de l'autre, et peur de celui qui ne le ressemble pas, et peur de ci et ça, parce que ça avait déjà commencé dans les médias. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui se posaient la question en disant, mais si on commence à mettre des caméras partout, on est dans quel monde? Un peu comme le contrat social, je sais plus les points sociaux là, comme ça se passe en Corée, où on pourrait avoir un seuil social et les perdre en fonction que on décide de pas faire comme tout le monde et on perd des points. On est dans quel monde? Oui, c'était un peu ça. À l'époque, c'était les caméras. Si on met des caméras dans des lieux publics, c'est plus public du coup. Ça appartient à quelqu'un qui regarde et qui peut statuer de quelque chose. Oui. Alors évidemment, les gens disent oui, c'est bien pour les cambrioleurs, pour les violences, pour ci, pour ça. Ok, mais quelque part, c'est fondamentalement un droit humain qui disparaît déjà. Et à partir de ça, on glisse quelque part dans le tout sécuritaire. Et quand on agite le drapeau de la peur chez tous les êtres humains, on arrive à une perte de liberté. À une perte de liberté fondamentale. Et on le voit tout le temps. On ne sait plus comment, quand on le voit, dire aux gens hé, on perd la liberté. Un homme qui a peur, c'est un homme qui réfléchit plus déjà. Exactement. Donc il réfléchit à une arme. Un homme qui réagit. L'arme, c'est le transfert de son cerveau, il est dans l'arme. Avec la peur. Le transfert de son cerveau, il devient dans l'arme. Avec la peur. Voilà. Donc finalement, et il est prêt à le faire exploser sur la tête de quelqu'un. quand on a les États-Unis qui disent porter une arme, ça fait partie de la liberté, on tient à la liberté. Attention, toi tu dis je tiens à la liberté, mais tu dis que tu es anti-arme. C'est-à-dire que tu n'es pas pour la liberté à n'importe quel prix. Non, parce que pour moi la liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Oui. Et d'avoir une arme, tu peux vite passer la limite de l'autre. Quelqu'un. Exactement. Et par contre, si tu prends l'histoire des États-Unis, c'est très compliqué pour moi de faire une comparaison avec ma pensée qui est issue du vieux peuple français et le transposer aux États-Unis. Faut pas oublier que les États-Unis, c'est un peuple qui a dû s'armer pour buter tous les Amérindiens. Donc eux, c'est normal qu'ils soient plus à poser la question de l'arme. Parce que leur salut, ils le prennent des armes qu'ils ont butées. C'était il y a pas très longtemps. Il y a 150 ans, ils devaient faire la peau aux Amérindiens pour pouvoir s'installer. Je suis désolé, mais il y a eu un génocide là déjà. Donc eux, ils se sont construits sur un terme d'un génocide. C'est pas la peine de leur vouloir et les détester. Le monde est comme ça maintenant. Et les gens qui naissent aux États-Unis, ils naissent. J'aurais pu naître aux États-Unis, mais quelque part, la réflexion sur l'arme, où moi je suis toujours pas pour, mais c'est la vision d'un petit Français sur une réalité historique qui est complètement différente. Donc je peux pas réagir en faisant preuve d'ethnocentrisme, même si moi je suis forcément contre l'arme et je le serai toujours, mais il faut faire attention de dire ah ouais mais c'est facile. Pour moi c'est plus facile. Si j'étais né aux États-Unis, quelle pensée j'aurais? Peut-être j'aurais la même, mais je peux pas savoir. Donc il faut avoir cette humilité-là. Et ça c'est des nuances qu'on a du mal dans la vie d'aujourd'hui. Dès que tu nuances, on fait ah ben donc je suis pour les armes. Ouais. Alors que je trouve que la nuance elle est importante. Moi je suis contre les armes. Je le redis. Mais t'es pour la liberté. Les peuples ils doivent décider d'eux-mêmes. Moi je suis pas là pour faire la morale sur ouais mais eux ils font ci, eux ils font ça. Leur histoire elle est différente et elle se compose différemment. Quand tu apprends l'histoire de l'Iran, on peut dire oui mais ils sont méchants, ils font ci, ils font ça. Mais on le juge par rapport à nous. Il faut comprendre. Ta liberté passe par une sorte de réglementation. On établit des lois quand même. Mais pour moi, il y a une réglementation, il y a toujours une réglementation. Dans un éco-village, quand il se crée, il est obligé de passer très vite, tout de suite, par des règles pour pouvoir s'en référer, en parler. Mais par contre, ce qui change, c'est la démocratie horizontale. Plutôt que d'avoir un type qui décide plein d'étapes entre le chef et le peuple, pour que le peuple ne puisse jamais s'en référer au chef. C'est ce qui se passe ici. Là, donc du coup, les gens ils statuent, ils peuvent modifier la loi. Donc ils ont une prise directe sur le monde du vivant dans lequel ils s'installent. Ça s'est éteint. Alors le peuple, dans ces cas-là, dans une démocratie horizontale, parce que tous les éco-villages n'ont pas forcément une démocratie horizontale, parce qu'ils ont la liberté de pouvoir mettre en place ce qu'ils ont envie en groupe. Mais il y a énormément dans ceux que j'ai rencontrés, parce que j'en ai rencontré plusieurs, quasiment à 90%, ils essayent de mettre en place une démocratie horizontale. Avec plus ou moins de réussite, hein, ceci dit. Mais le but derrière, éthique, c'est d'avoir une prise directe sur ce qui se passe dans leur vie. Voilà, exactement. Donc, avant, est-ce que je peux reprendre? Parce que là, du coup... On parle un peu de ce concept. Non, mais je voudrais quand même... J'ai jamais... La parentale... Parce que tu l'as voulu faire sur Et oui. Alors, je vais essayer de condenser ça, parce que du coup, on laisse des choses qu'on balance pas, donc je vais essayer. La vie Tayana. Sur BFM TV, ils disent qu'elle décède après, et qu'ils pensent que c'est après l'injection des 11 vaccins qui venaient d'arriver. Les personnes en situation de handicap, souvent on leur demande de se vacciner contre la grippe, contre ci, contre ça, contre ci, contre ça. Donc ils viennent, et puis le lendemain, il y en a deux, pour tout le monde, deux, ils commencent à parler, et ils sont traumatisés, ah, il y a une petite fille, paraît que... Et moi j'avais entendu le truc, parce qu'à l'époque, j'avais encore la télé, maintenant je l'ai plus. Mais à l'époque j'avais encore la télé,
Et quelquefois, BFM TV était allumé, pas forcément parce que moi j'allume, parce qu'on était une famille. Donc il y a des fois, et puis j'avais entendu ce truc-là. Eux, ils disent sur BFM TV que c'est peut-être les vaccins. Bah, je suis sûr que demain, je me suis dit, je suis sûr que demain, ils vont pas redire ça. C'est ce que je me suis dit. Parce que ils sont déjà à la limite de ce qui est censuré pour eux. Et j'explique ça aux étudiants, ouais, j'ai vu. Et je vous dis, demain, aujourd'hui, vous n'allez plus le entendre. Vous n'allez plus entendre ça, ils vont plus dire le vaccin, ils vont peut-être dire Ariana, voilà, mais ils vont plus parler de ça, j'en suis persuadé. Alors je sais pas parce que j'ai pas encore regardé le film TV pour voir s'il avait fait ou pas, donc je peux pas le savoir. Mais ce que je sais, c'est que là, j'avais dit si vous voulez, c'est un sujet qui est assez tabou, et je le savais à ce moment-là, parce que j'avais l'expérience de mes études et pas mal de choses. J'avais dit si vous voulez, on fait une petite pièce, une petite scénette, et on parle de ça. Et on a créé Dr Boulette. Dr Boulette, on aurait voulu en faire plein sur un docteur, il y a plein de choses à dire, mais le premier épisode pour moi il est prodigieux. Très court, avec des personnes en situation de handicap, il y a un docteur, et il y a le patient qui vient, et puis qui demande d'avoir que les 3 vaccins obligatoires. Parce que sinon il a peur, voilà. Et du coup, à la fin, il dit, bah si ça n'existe pas, parce qu'on trouve que celui qui est plus cher avec les 11 obligatoires, avec le nombre de millions que c'est... Les 11 pas obligatoires. Ouais, voilà, du coup les 8 pas obligatoires, 11 obligatoires, et ben il dit, mais à ce moment c'est l'exavalent, donc il parle du 6. Parce qu'il y a un homme, il est passé par 6 et après par 11. Et il dit à mon homme, bah faites-moi que c'est fait, puis j'en dirai rien, voilà. Il essaie et le docteur Boulette, il veut pas forcément. C'est une question de vie ou de mort. Bah revenez avec le patient mort ou vif. Et on verra ce que je peux faire. Excusez-moi, je voulais dire revenez avec le patient pendant qu'il est encore vif. Je voulais dire, pardon. Ça concerne mon fils de 8 mois. Et bah quoi, monsieur Bidon? Je dois le faire vacciner, vous savez. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Il y a 3 vaccins obligatoires et ils sont indisponibles partout. L'été polio n'est plus disponible dans toutes les pharmacies, et ce depuis plus d'1 an. Oui, je sais, il a été remplacé par un hexavalent, c'est-à-dire 6 vaccins en un. On n'arrête pas le progrès, hein, n'est-ce pas, monsieur Bidon? Oui, à 44 € à la place de 7 €, on n'arrête pas non plus les géants pharmaceutiques de se faire des couilles en or. S'il vous plaît, dites-moi où je peux trouver des thés polio. S'il vous plaît. Introuvable, vous l'avez dit. Dans ce cas, Oui, quoi? écrivez-moi que le vaccin a été fait. L'affaire sera réglée. Personne ne le saura, je vous assure. Mais vous rigolez là? Et donc voilà, il y a ce truc-là. Donc nous, à ce moment-là, on fait ce film-là, et on y va, quand on est content, puis on a pris plaisir. On faisait des films plus longs à l'intérieur avec les personnes. Moi, je faisais des pièces de théâtre, des films, des histoires avec eux. Et donc, on avait des films plus longs, mais on ne pouvait pas les mettre dans un festival Regard Croisé qui parle de vidéo et de handicap. Super festival Regard Croisé, tous les ans, en France. À l'époque, il était sur Nîmes. Et maintenant, je pense qu'il est sur Saint-Malo depuis quelques années. Et du coup, à ce moment-là, on participe parce qu'il nous faut un truc qui dure moins de 6 minutes de mémoire. Et là, c'était 3 minutes 50, 3 minutes 30, je pense, Dr Boulette. Et donc, du coup, on inscrit ce film au nom de la structure. Alors déjà, je dois avoir les autorisations de la structure pour pouvoir le montrer. Je pensais être censuré par ma direction. Ma direction ne censure pas. Ça les fait marrer, ils me disent ok, ça passe. Déjà, je suis content. Wow. Et donc je me dis, bon, le monde a changé peut-être. Ouais. Et voilà, parce que j'ai expliqué aux usagers quand on risquait d'être censuré. Il y en a qui fait ouais, et l'autre il fait, censuré, c'est grave, qu'est-ce qui va m'arriver? Et on a pu le rassurer, lui dire que quelque part, bah voilà, c'est la vie. Et donc quelque part, donc on y croit un peu, on regarde à regard croisé, et regard croisé, ils nous disent qu'ils ne vont pas le montrer, qu'ils ne peuvent pas le montrer, ils en disent pas trop plus, ils ont dit qu'ils ont apprécié le film, mais qu'ils ne veulent pas le montrer. Je savais pourquoi, j'ai pas besoin de demander des explications. Les vaccins, bah oui, les vaccins, bon, ok, voilà. Donc on est en 2015 à ce moment-là. Et du coup, moi je regarde les papiers, et il est marqué que même s'ils refusent notre film, on a tout frais payé là-bas à Nîmes par eux. On a que faire le trajet, on a tout frais payé. Donc moi j'ai dit, mais on peut y aller quand même, on peut venir. Et ils m'ont dit, bah ouais, c'est dans les règles. Donc très gentiment, on est venu avec des usagers, on a participé au film, avec un film censuré, où on a vu tout le monde. Donc on participait avec tout le monde parce que c'est vachement Il familial. a été cité du coup? Même pas? Non. Il a été complètement mis sous le tapis. mis de côté, Mais vous êtes quand même invité. Ouais, invité, les gens ils nous disaient, ah vous avez un film? Bah, fait, bah non, on est censuré. Ah bon, c'était quoi? Évidemment, ce qui est le plus drôle, c'est que t'arrives là-bas, Mais dans le règlement, t'envoies un film, ouais. automatiquement, Ouais, tu peux. donc on a été jusqu'au bout, y aller pour y aller, parce que c'était génial. Les UAG ils allaient à Nîmes pour la première fois, on venait de l'oreille. Voilà, c'était génial. Film censuré, les gens nous demandent, bah nous on a un film censuré, mais je te dis le plus drôle. C'est ce que c'est le plus drôle? C'est que t'arrives à Nîmes, c'était dans un hôtel assez prestigieux, je crois que c'est un... Bon, je vais peut-être pas dire la marque. Paf, on arrive dans l'hôtel, hall d'entrée,
grande affiche et pancarte énorme, marquée en gigantesque, plus grand, tout le hall d'entrée, Sanofi. C'est Bah cherche pas, on sait. Non mais ce qui est rigolo, c'est que quand t'as Sanofi qui est là, bah nous on comprend pourquoi on est censuré. Bah, moi ouais. je comprends, les usagers, Bah, c'est bien plus sûr. compliqué. Mais moi je comprends directement. Je suis bah voilà Xavier, Bah oui, le poteau rose. Et donc tu fais ça, et donc en même temps ce qui m'a fait réfléchir, c'est Sanofi qui finance le film pour le handicap pour se racheter une auréole. Ouais. Parce que quelque part, ils ont peut-être plein de produits avec plein de trucs, de médicaments qui font. Et du coup, il faut attention à ce qu'ils Ah ouais, se parce disent que- pas eh oui. pour leur bonne presse, Eh oui, pour leur parce qu'il y a, après quand tu vas regarder qu'il y a peut-être des gens qui leur disent mais peut-être vos des médicaments, les gens ils ont vu pendant des années, après ils ont un enfant autiste, c'est peut-être pas par hasard. Ah ils font nous on botte en touche, c'est pas prouvé, on finance le film dans le handicap pour donner une expression, on est des gentils. Et après, c'est pas pour ça, c'est pour Oui, censurer. c'est ça, C'est pour censurer. Non, je sais pas, ça c'est pour censurer, je pensais pas enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on est censuré dans ces cas-là. Et donc on voit la liberté d'expression, mais ça me fait rigoler. Et donc pour moi là, je suis retombé encore dans un truc. Ah, alors attends, j'ai pas pensé à ça, mais autant le dire si les caméras le tournent encore, qu'il y a l'histoire de Rester hacké. L'histoire de Rester hacké. Je vous conseille de voir Rester hacké, il faudrait que je le mette en ligne, parce qu'il a été énormément vu. Il est Il incroyable. a été vu en Belgique, J'aime beaucoup. en Luxembourg et sur toute la Lorraine et très peu ailleurs, fait pendant 4 ans des usagers dans un foyer d'accueil spécialisé en face, avec ces mêmes usagers, et avec une vingtaine de partenaires de réseaux sur 300 km de Lorraine, de Lunéville pour ceux qui connaissent, jusqu'à Châlons, et là on n'est plus en Lorraine, Châlons il y a des structures là-bas aux îlettes, tout ça, une vingtaine de structures, nous on était au milieu de tout ça, pas loin de Longwy, et du coup on fait un film à un moment donné, et je dis tout de suite il y a 2 possibilités. Alors j'ai une chance incroyable, j'ai une direction qui me suit énormément. Donc formidable, merci à eux, parce que c'est quand même dingue de voir un type qui veut faire un film le plus loin possible et qui le suit. Ils avaient vu déjà pas mal de projets, mais j'ai eu que des encouragements de la direction. Je pensais pas forcément ça, avec mon profil. Et donc voilà, et du coup, les usagers à fond dedans, on écrit le film pendant 1 an, un atelier tous les jours, en reprenant, ça fait au moins 120 pages de scénar. On a 2 solutions, soit on le fait de briques et de broc, mais le meilleure qualité possible, soit on arrive à trouver une chaîne de télé ou un producteur. C'est super. Et à un moment donné, France Télévisions lit notre scénar et ils nous disent votre scénar il est génial, on veut vous voir. La dame elle a pas réfléchi qu'on était en Lorraine et pour nous c'était quand même compliqué d'aller des usagers en plein milieu de Paris, dans les locaux de France Télévisions. Mais nous, on me dit ça, c'était en juillet en plus. On Donc, fonce. on y va. Je prends 3 usagers avec moi, on fait voilà, on va voir, c'est l'aventure, ils sont là, ils vont Paris pour la première fois. On a parlé de Paris, Monts et Marie, le voit, les locaux de France Télévisions, le barrage, vous avez une carte, non, on est là pour aller voir un tel. Les personnes en situation de handicap, où ça se voit parfois un peu. Voilà, mais ils sont adorables, j'adore ce public. Et on rentre comme ça, ils sont émerveillés. On est accueillis, ils nous disent que le film est super beau. On essaye, ils nous mettent des amis producteurs pour faire la production et la chaîne en même temps. On est enchantés. Et au final, censurés d'une autre manière qu'on n'y pense pas. Les personnes en foyer d'accueil spécialisé ne sont pas en ESAT. Ils n'ont pas le droit de travailler, ils sont en protection. Donc ils font des films. Et à côté de ça, il y a le CNC. On est obligé, tous les films sont obligés de se greffer aux grilles du CNC, c'est le Centre National de la Cinématographie. Ils sont obligés de se greffer à ça. Et donc il y a des grilles pour remunérer tout le monde parce que eux, leur but c'est de dire. Leur but c'est de se dire. D'office, il faut payer tout le monde parce que sinon, s'il y a quelqu'un qui est filmé qu'on ne va pas le payer, c'est pas légal, c'est du travail dissimulé. Donc il faut payer tout le monde. Tu vois, au début, c'est des belles phrases éthiques, et c'est vrai que c'est des belles phrases éthiques. On protège les gens qui ne peuvent pas travailler parce que sinon ils peuvent péter un plomb, tout ça, ceci, cela. De l'autre côté, on veut que tout le monde soit payé. Mais ces usagers-là, ils n'ont pas le droit de percevoir un salaire. Ils sont sous protection de l'État. Le film ne peut pas se faire d'une manière où ils auraient pu être rémunérés, où ils auraient pu être mis, où on aurait pu avoir du bon matériel, où on aurait pu avoir le maximum, alors que le scénario était intéressant. Ça veut dire que s'il y a des gens en foyer d'accueil spécialisé qui font un truc de dingue, et il peut y en avoir, parce qu'il y a des gens qui ont des vraies qualités, On leur laisse pas. ils peuvent pas s'exprimer. Il n'y a pas d'ascenseurs sociaux non plus Voilà. pour eux. Voilà. Censuré quelque part. C'est fou. C'est notre manière de voir la censure. Ouais. C'est quand même dingue. Voilà. Alors, autre chose qui est censurée, par exemple, aujourd'hui, mais c'est super intéressant parce que je le dis rarement. Et d'ailleurs, il y a un film avec les gens de l'IRTS sur la chaîne XXL qui en parle un peu. Tu penses que ce serait une idée de mettre Rester hacké sur ta chaîne, mais par épisode? Oui, il faudrait. Par épisode? Oui, ou peut-être entièrement, faudrait voir. Si les gens le demandent dans les commentaires, ça va me pousser. mais Bon bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si On vous voulez commande rester tous
que vous voulez voir, restez à quai. Moi, franchement, c'est un film que j'ai adoré. Très très bien, vraiment. Qui est un peu en dehors des codes, parce qu'il est fait avec des personnes en situation de handicap, qui étaient partout, et en même temps, il joue des rôles de valides. Ah, c'est... Au moment où il y a bon. Franck Dubosc qui joue un film avec Alexandra Lamy, où il y a une handicap, où elle joue en fauteuil roulant, je me rappelle, et où il y a Sonia De Villers sur France Inter qui dit un matin, à quand on voit des personnes en situation de handicap jouer des valides, parce que là on voit des valides jouer des personnes handicapées, c'est bien, mais à quand ça? Et Rester à quai existait à ce moment-là, depuis quelques mois. Et je suis bah, Rester à quai, pourquoi personne n'en parle? Censuré par l'État. Enfin, pas par l'État, parce que France Télévisions était parti, et c'est France Télévisions, mais censuré par le ouais, malgré eux, sans doute, mais par rapport à donc ça, c'est tout un mécanisme qui fait que t'es hors code. Ouais. En fait, t'es toujours les autres, t'es toujours les gens qui... Comment, les gens qu'on veut pas voir, les invisibles. Tu restes dans les invisibles. T'es un invisible, tu restes un invisible. C'est une forme de censure. Alors une censure un peu autrement. Maintenant, il y a autre chose dans la censure, ça me fait penser, qui est aussi intéressante. Un sujet. Quelqu'un qui travaille dans le social, ou n'importe qui, un philosophe ou n'importe qui, il y a un sujet. Alors, quel que soit ce qu'on pense. Mais c'est très censuré. C'est que moi, au moment où je travaille dans le handicap, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, parce que maintenant je suis plus dans l'enseignement et dans la formation, mais dans les années 2016-2017, dans beaucoup de structures dans le handicap, c'était marqué la sexualité, le handicap, ils ont le droit à la sexualité, ils ont le droit à la sexualité, il y avait des enquêtes partout. C'était des réflexions qu'il y avait énormément. Très intéressant, parce qu'on est tous d'accord, en tant qu'humanistes, que même une personne en situation de handicap ont le droit à une sexualité. Et donc une certaine forme d'intimité s'ils sont un couple. Ça, tout le monde serait, je pense, d'accord. Alors je vais essayer de nuancer, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui arrivent à accepter qu'on nuance. Je vais volontairement pas donner mon avis personnel, parce qu'il n'est pas si important que ça. Mais ça, c'est intéressant. Moi, la première fois que j'entends parler de ce que je vais vous dire, c'est des personnes en situation de handicap dans mon atelier où on est censé faire du théâtre, des films ou des choses comme ça, ou écrire des histoires, ou voilà. Mais on est censé aussi discuter, évidemment, parce qu'on est là pour discuter. C'est très humain. Et qui me dit, une personne qui a 42 ans qui pleure. Une usagère, elle pleure. Elle fait je sais pas qu'est-ce qu'il y a, et ça avait l'air sincère et tout. Elle me dit, mais j'aurai jamais d'enfant. J'ai un moyen de contraception, c'est un tube qui est là. Tube contraceptif, c'est comme un tube. Tu sais, ils veulent me remettre le truc là, comme tout le monde. À toutes les femmes, ils mettent ça. Tu sais, leur implant là. J'ai pas envie, moi. Tu sais très bien que j'ai pas envie. Je le veux pas, moi, Joe. Je le veux pas. Je comprends pas pourquoi ils veulent me faire ça. J'ai pas le droit d'avoir une famille comme tout le monde. Je vois tout le temps des enfants venir en visite. Moi aussi, j'ai envie d'avoir des enfants. Avec Romain, on est un couple solide. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On s'aime et on mérite d'avoir une famille. Notre famille. Tu sais ce que c'est, non? T'as une famille. De toute façon, il n'y a que moi qui décide. C'est ma vie. Et c'est mes choix. Vous me comprenez pas. Vous me comprenez pas. Personne me comprend. Je comprends pas pourquoi personne se met à ma place. Ça va aller. Et on m'a toujours mis ça, et jamais j'aurai d'enfants, et en fait j'ai regretté toute ma vie, j'aurais voulu avoir des enfants. Moi, j'arrive, je connaissais pas le handicap. Après, j'ai été éducateur, mais à ce moment-là, moi, ils m'ont pris parce que j'étais un artiste. À l'époque, ils prenaient des gens quelquefois pour justement avoir un regard différent sur le handicap. Ensuite, je suis devenu éducateur et tout, parce que voilà. Et donc, voilà. Mais à ce moment-là, moi, je suis un peu, je sais pas trop comment faire. À un moment donné, je vais voir ma chef de service qui a la porte toujours ouverte, et là-dessus, elle était formidable pour ça. Et pour ce côté-là, je lui dis, mais il y a ça? Elle me dit, ah bah ouais. Et je fais, mais c'est qui fait ça? Elle me dit, bah, c'est le docteur. C'est les docteurs qui mettent les tubes contraceptifs, tout le monde a ça. Parce qu'en plus, tout le monde m'a montré que toutes les femmes, elles avaient ça. Toutes les femmes qui étaient en face, elles avaient ça, tout ça. Après, elles m'ont toutes monté. Alors, elles sont marrantes, elles disent, allez, touchez-le. Moi, je ne l'ai pas forcément touché. Je fais, mais si, ça fait pas mal, allez-y. Et je vois qu'il y a le tube et tout. Et donc, du coup, on me dit ça. Moi, un jour, je vais voir le docteur, qui était du coin. Il me dit, ah non, c'est pas moi, c'est le CMP, qui suit les personnes en situation de handicap. On va aller au CMP. CMP dit, ah non, c'est les éducateurs de la structure. Les éducateurs, je dis, ben, c'est pas vous? Ah non, c'est le docteur. Ah bah non, c'est le CMP. Comme notre maman, elle nous faisait écouter une chanson de boxeur, là. Qui a tué un tel? C'est pas moi, dit l'arbitre, c'est pas moi, dit le public, c'est pas moi. Mais du coup, moi j'ai voulu parler de ça en réunion. J'ai dit, mais ça se passe comme ça, mais personne se... voilà. On m'a dit, ah non, parle pas de ça, imagine ces gens-là, ils ont des enfants, ça fait... Et bon, d'accord, c'est vrai, c'est cher pour l'État, et c'est vrai, c'est cher pour l'État, ils n'auraient pas le droit, donc du coup, ils n'ont pas le droit d'avoir des enfants, on parle pas de ça. Dans un premier temps, c'était ça. Moi, j'étais stupéfait. Qu'on puisse dire... Alors, j'explique ma situation. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui disent, ah, c'est honteux, c'est quand même très grave de faire de l'eugénisme, parce que c'est de l'eugénisme, comme Claire le disait, et ils vont être outrés de ça.
Parce que après j'ai fait une demande sur toutes les structures qui avaient des personnes en situation de handicap. Je crois que j'en ai demandé, comme il y avait le film Red Flag et qui se fait, j'ai demandé dans toutes les structures cette question-là. J'ai dû demander à plus de 500 personnes, enfin pas à 500 personnes, mais au moins ça touchait plus de 500 usagers. J'ai jamais vu une naissance et tous les femmes ont ce moyen de contraception. En foyer d'accueil spécialisé. Pas en ESAT. Sans avoir le choix. Pas en ESAT. En ESAT, il y a des familles qui peuvent se faire et ils peuvent avoir des enfants. Donc ça, c'est censuré. Pourquoi ? Parce que personne n'en parle. D'un côté, on fait de l'eugénisme. D'un côté, on dit la France, liberté, jamais on fait de l'eugénisme. Mais on en fait. Mais on ne le dit pas. Et ce qui me gêne, c'est qu'on ne le dise pas. À la rigueur, alors il y a des gens qui voient tout très aussi, je les comprends aussi. Ils vont dire oui mais ça coûte cher, nanana, vous vous rendez pas compte, la sécu elle se perd, il dit forcément... Oui mais qu'on soit transparent. Voilà, bah, tu as compris déjà ce que je veux dire. Qu'on soit par rapport aux responsabilités voilà, qu'on décide. Humainement, voilà. éthiquement, qu'on soit éthique. L'éthique, moi je le place au-dessus de tout. Pour moi, ok, ils prennent ça, on est dans le capitalisme, voilà. tous on est contre l'eugénisme, mais on met telle exception pour telle raison. Et du coup on en fait, et voilà. Et dans ce cas-là on dit tout le monde est ok. Et c'est fait, c'est statué. Et que même les âgés, ils savent. Vous voulez aller en foyer d'accueil spécialisé ? C'est obligatoire, tant pis pour vous, vous aurez jamais d'enfants. Voilà. Voilà. C'est dur, hein, mais voilà. Et vous allez en ESAT, vous aurez une porte de sortie. Ok. Moi, là, on pourrait dire qu'on est contre ou pour. Mais là, personne ne le dit. C'est dingue. Ça veut dire que la société, quelque part, elle tombe sur la censure. Et c'est des sujets que si les gens ils viennent porter ça, ils vont avoir des difficultés à le porter. Peut-être maintenant en 2025, il faudrait essayer, parce que les choses changent parfois. Mais jusqu'à là, personne ne parle de ça. Mais on va mettre « je suis pour la sexualité dans le handicap ». Oui, sexualité, mais jamais. Mais toujours contraception, derrière. Oui, mais toujours enfant. Ok, mais moi ça me pose une question humaine, c'est pour ça. Bon, on est frères, on va se dire la vérité, on ne se cache pas les choses. On a eu nous-mêmes, mais comme beaucoup de gens, une enfance avec des parents, voilà, on a eu un père qui était alcoolique. Donc ça voudrait dire, je sais pas si on a le droit de le dire, mais voilà, moi je m'en fous. Je sais pas, si tu veux pas qu'on le dise, on coupera au montage. On coupe au montage. Voilà, on a eu un père alcoolique. Mais comme plein de monde en fait, hein, c'est pas oh nous les pauvres. On pourrait dire nous les pauvres, c'est pas ça notre but. La plus grande victoire, c'est que nous on boit pas d'alcool. Ça veut dire qu'un jour, peut-être la société elle va dire mais cette personne là, elle a déjà eu un taux d'alcool à 1000 elle a pas le droit d'avoir des enfants. Du coup, est-ce que nous on a le droit de vivre ? Nous qui ne buvons pas aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de vivre ? Je pose la question. C'est intéressant. Ça veut dire qui est bon parent et qui est pas bon parent ? Où on met la limite ? Est-ce que si on a un QI un peu en dessous de la moyenne, on a le droit d'avoir des enfants ? Est-ce que si on est alcoolique ou si on s'est déjà drogué, on a le droit d'avoir des enfants ? Est-ce que vous avez déjà fumé du cannabis, vous avez le droit ? Si vous avez déjà roulé un peu trop vite, mais que ça a été vu par les caméras, les radars, que vous avez un taux de radar, est-ce que vous avez le droit d'avoir des enfants ? Vous pouvez tuer des gens. Vous pouvez tuer vos enfants dans la voiture. Voilà la société. En fait, on ne dit pas les choses. Et donc on statue s'ils ont le droit ou pas sans le dire. Bah moi je trouve que c'est un exemple de censure qui est quand même assez important et où j'ai envie d'en parler. Alors ce qui est génial c'est qu'à un moment donné, et à force d'avoir demandé ça à plein de chefs de service qui venaient ou quand j'allais les voir, mais il y en a qui venaient parfois voir, qu'est-ce qui se passait ? J'ai réussi à en reparler en réunion et on a eu une discussion très intéressante avec mon équipe 6 mois plus tard. Avec la chef de service, un jour ils m'ont pu dire oh non on parle pas de ça. Ça a été possible et c'était super. Mais c'est resté, bien sûr, on va pas changer la face de la Terre quand on a une structure. Voilà. Mais ce que je veux dire c'est des sujets qui sont pas parlés. Et moi je voudrais que... Qui est-ce qui a le pouvoir décisionnaire ? C'est très haut. Parce que dans les colocs, je sais pas où non mais ça doit être très haut parce que s'il y a plein de structures qui regroupent plus de 500 usagers, ça doit être minimum régional et maximum dans les plus hautes sphères de l'État. Sans doute. Mais je sais même pas s'il y a un type qui disait oh qui a décidé ça. Je sais pas s'il est-ce que c'est signé par un ministre de l'Éducation nationale à un moment donné ? Comment c'est fait ? J'ai pas été jusqu'à là parce que moi je partais du terrain, mais je suis presque sûr. Est-ce qu'une telle chose puisse être secret défense ? Je sais même pas. On sait pas. Et peut-être même c'est même pas secret défense. C'est obscur. C'est le plus obscur possible. Et il y a plein de sujets comme ça. Donc quand on arrive dans des sujets comme ça qui paraissent aussi bêtes que ça, censure. Dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, alors justement là on va glisser petit à petit. Je pense que c'est intéressant le débat. Je pense que on va glisser petit à petit sur le livre. Où moi naïvement, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, je veux parler un petit peu. Comme tu disais tout à l'heure, naïvement peut-être, mais moi je pense que la seule manière de renverser le monde, c'est pas renverser le monde, au contraire, c'est ce mot-là qui a de garder le monde. Non mais justement, ce mot-là a dû faire. Je le dis pas. La seule manière de changer les choses dans ce monde qui nous va pas, qui ne va presque à personne, à quelques milliardaires. Parce que renverser le monde, ça peut être mais je vais pas dire renverser le monde, ça une incitation à la. Je vais commencer, je le coupe pas. Tu vois, c'est pas renverser le monde, au contraire c'est le sauver presque. Enfin sauver, c'est peut-être trop fort. C'est de le garder le plus longtemps possible dans un espace peut-être vivable. Donc la seule manière de changer un petit peu les choses, pour moi, c'est pas d'attendre qu'un politicien
fasse que le peuple borde. Ça se fait pas. Vous pouvez faire toutes les révolutions du monde, machin, mais personne, Macron, il va pas faire les choses que vous avez envie qu'il fasse. Hein. Il le fera pas. Tout le monde a compris, je pense. Donc on peut aller se mettre des gilets jaunes ou des gilets violets, noirs à petits pois rouges si vous voulez, ou ce que vous voulez. Malheureusement, même si je soutiens tout ça. Mais je suis sûr que ça va pas changer. Moi-même, j'ai participé j'ai fait aussi des manifestations. J'ai adoré Nuit debout. Ah, mais ça t'es change pas pas. forcément. Alors attends, t'es pas forcément contre non plus, parce que t'es contre rien. Mais t'es pas forcément pour non plus les manifestations. Toi, tu J'en ai fait préfères plein, dans l'action. J'en Non, ai mais fait plein. tu préfères l'action directe à tout de suite Alors maintenant, oui. Maintenant. un terrain et faire ton éco-village. Oui, mais j'ai pas toujours été comme ça. C'est-à-dire que moi-même, j'ai fait des manifestations plus jeunes. J'ai fait des manifestations, je te le dire, contre l'extrême droite, dans les années 90. Et j'ai fait des manifestations quand ils ont fait des réformes pour l'école, à un moment donné, la loi Juppé, tout ça, quand on est lycéen. J'ai fait des manifestations. J'ai fait aussi quelques manifestations pro-palestiniennes dans les années 90, où tout le monde était presque pro-palestinien à cette époque-là. Je veux dire, tout le monde. C'est-à-dire, même les juifs que je connaissais, voilà. Même Chirac. Ouais, voilà. Tout le monde. Enfin, Chirac, ça a commencé à changer à Chirac, attention. Il y a des documentaires qui le disent, vous trouverez. Il y a des. Oui, ça commence à changer. Ça commence un peu à changer. Un petit peu. Ah ouais. Ouais, un petit peu. Donc voilà, il y a. Voilà. Pourtant, Chirac, il a parlé pour la Palestine. Ensuite, je me rappelle de discours pas de Chirac où il a parlé de la Palestine en disant qu'il fallait que ce soit un double État. J'ai déjà manifesté aussi par la suite à Nuit debout, qui est quand même un courant de 2015-2017, tout le monde a oublié parce qu'il y a eu déjà depuis. Mais moi j'ai adoré Nuit debout, parce que c'était des espaces de discussion sur toutes les places de France. Donc je l'ai même un peu organisé. Au début, je l'ai pas organisé sur lui. J'ai été voir Louis, il était déjà organisé. Et ensuite, on m'a dit, on aimerait bien que tu prennes la page Facebook et tout. Donc j'ai été un petit peu la personne qui a un peu chapeauté la page Facebook Louis debout. Et donc, j'ai adoré ce mouvement-là, parce que les gens se rencontraient. Alors malheureusement, c'était pas pour vraiment mettre les choses en place comme moi j'aurais voulu. Comme moi j'aurais voulu. Eux, ils étaient parfois là pour dire... Il y a des gens qui ont envie de réfléchir, et d'autres personnes qui disent « Ah, ben j'aime bien ce mouvement-là, je suis plus tout seul chez moi. Je suis là, et puis j'ai de la compagnie, on peut parler, et ça me fait plaisir. » Voilà. Et à côté de ça, il y avait des gens qui voulaient changer le monde. C'était rigolo. Mais et quelque part, est-ce que changer le monde, ça commence pas par s'ouvrir en société et parler aux gens? Tout à fait. Je suis complètement d'accord, mais on était quand même sur des niveaux différents. Parce qu'il y a des fois, tu me dis, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que vous croyez que si on s'organisait comme ça, qu'on serait des passants autonomes? Oh, mais vous savez, moi j'ai une blague à vous raconter. Et puis c'est une blague salace. Et toi, tu venais, tu avais posé une question importante, et l'autre il te répondait par une blague salace, et il avait un verre de bière dans la main, et puis voilà. Et puis voilà. Donc il y avait quand même, je suis d'accord avec toi, mais en même temps c'était difficile. Parfois, en tout cas peut-être à Paris, ça a commencé sur la place de la République, dans le 10e arrondissement. Donc peut-être que là, ça a fait il y a peut-être, je sais pas. Mais à Louis, où il y avait 30 personnes, quelquefois 40, quelquefois 10, voilà. Donc, voilà, le livre là, je suis pas forcément fort, et je le regrette, dans tout ce qui est communication. Honnêtement, ce livre-là, il a un grand intérêt pour moi, et c'est pas parce que je l'écris que je le dis. Comment il vit la censure, ce livre? Justement, il est censuré. Il est censuré pratiquement partout. Déjà, j'ai essayé... Alors, il y a des gens qui me font le reproche, et je tiens à m'en expliquer. Ah, mais tu l'as mis sur Amazon. J'avais jamais été sur Amazon de ma vie. Dans ma vie, j'ai jamais commandé un truc sur Amazon. Et j'ai voulu, quand j'ai sorti le livre pour moi, passer par un éditeur, et j'ai montré à 2-3 des éditeurs qui m'ont dit qu'ils étaient potentiellement intéressés. Et j'ai demandé une date butoir. Ils m'ont donné une date butoir, 3-4 mois après. Vous l'avez lu? Non, j'ai eu le Covid pendant une semaine, c'est 3-4 mois. J'ai eu ci, j'ai eu ça. Je sais, bon, on donne quelle date butoir? On donne 3-4 mois. 3-4 mois après, ah non, j'ai pas eu le temps. Pareil pour les 3 éditeurs. Moi, mon livre, il y a des choses d'actualité dedans. Alors là, il est encore bien à la mode sur pas mal de sujets. Mais j'avais pas envie de le sortir dans 15 ans. Les gens, je vois bien qu'ils sont pas tellement francs vraiment, parce que s'ils avaient vraiment envie d'en lire, ils l'auraient lu. Et je me retrouve tout seul avec mon livre. Je sens déjà qu'à la base, ça va être dur d'aller trouver vraiment des gens qui me disent « Mais oui, ça nous plaît, ce truc-là, il nous intéresse. Surtout qu'au plus tu vas te mouiller sur toutes les discussions, parce que là, il y a une vision, je parle des médias, je parle de l'éducation, qui est un thème pour moi très important, je parle de nouvelle économie, et puis en même temps, je montre pourquoi il faut changer de société. Donc je parle du nucléaire actuellement, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place, tout ça. Évidemment qu'il y a des gens qui me disent « Ah, mais je suis d'accord avec Xavier sur ça, mais peut-être pas sur ça. » Donc vous allez toujours trouver, comme c'est très général, des choses auxquelles vous êtes très content que ce soit marqué, et d'autres choses où vous serez peut-être pas d'accord. Personnellement, j'ai trouvé plein de points où j'étais d'accord, et plein de voilà. points moi-même où j'étais pas d'accord. Voilà, ce qui est normal. Mais moi, je suis content si
si on peut en parler. C'est pas le. Tu te positionnes et t'en parles. Je me positionne et j'en parle. Je dis pas j'ai raison. Voilà. Voilà. Donc faites comme Xavier Donat, positionnez-vous et parlez-en. Il y a des commentaires pour ça. Ce livre, il est trouvable où ça exactement? Tu peux expliquer? Alors justement, je vais parler de tout ça et je vais en venir. Il est marqué en congruence, ça veut bien dire que c'est pas que pour moi la congruence, c'est pour tout le monde. Ensemble vers le monde de demain, ensemble en congruence. En congruence, ça veut dire quoi? Soyez résilients si vous voulez, parce qu'on nous a parlé de bassiner de la résilience pendant 15 ans, c'était à la mode. Résilience. Ça veut dire en compréhension. Ouais, mais avec la résilience, ils nous ont eu. Parce qu'on a été très résilients pendant le Covid. Oui. Voilà. Donc on nous a bassiné la résilience 13 ans après, il y a eu le Covid, tout le monde a été résilient. Enfin presque tout le monde. Et du coup, ils ont. Voilà, c'est magnifique, ils ont réussi leur coup. Donc résilient, ça veut dire quoi? Résilient pour le passé. Tous les emmerdes que vous avez eu dans votre vie, soyez résilients, vous ne pourrez rien y changer. Mais au moment présent, fini la résilience. Au moment présent, soyez comme vous avez envie d'être. Soyez congruents. Soyez en accord avec vous-même. Et du coup, pour les temps d'après, vous allez mettre dans la matière des choses qui vous ressemblent. C'est ça qui est intéressant. Et si on fait tout ça en respectant les uns les autres, on aura davantage une société qui nous ressemble ensemble. Ça va pas ressembler à Thomas, ça va pas ressembler à Xavier, ça va ressembler à la somme de ce que nous sommes. Mais la somme de ce que nous sommes, il y a, pour pas faire de rigolo, il y a toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, et donc c'est la somme de tout le monde. Alors, pour revenir à la question, puisque tu t'es beaucoup éloigné, oui, mais où est-ce que tu as vécu la censure? Comment? Alors la censure, si je l'ai déjà. Les librairies. J'ai déjà répondu. Alors d'abord j'en viens. Très vague. Non, j'ai commencé en amont par les éditeurs. Du coup, je suis passé par Amazon. C'est pour ça que je sais que j'ai aimé commander par Amazon, je suis passé par Amazon. Pourquoi Amazon? Parce que Amazon, là-dessus, c'est très bizarre, mais j'ai su que c'était ce qu'ils voulaient au départ. T'autoproduis, ils facilitent. Déjà, c'est très écologique parce que quand les gens ils commandent, ils font le livre. C'est-à-dire que j'en commande pas 1000 qui vont rester dans si j'en vends 900, si j'en vends 10 000 et que si j'en achète 10 000 et puis que j'en vends 500, il y en a 5000 qui ont utilisé des armes, du papier et de l'encre. Donc du coup, j'ai pas envie de le défendre, mais c'est quand même un fait que c'est écologique leur truc. En plus, Amazon, du coup, ils sont eux-mêmes imprimeurs, eux-mêmes éditeurs, ils font à la demande. Ils ont une liberté éditoriale. Exactement. Très et large. du coup, voilà. Et eux, du coup, ils m'ont pas censuré. C'est très bizarre. Et je sais qu'Amazon a des problèmes. Comment ça se fait qu'il n'y a eu aucune C'est-à-dire que là, je peux critiquer Amazon, qui me publie mon livre. Je peux dire oui, Amazon, il y a des gens qui souffrent dans leurs usines. Et Amazon, ils vont pas me censurer. Je veux parler tout le temps, mais c'est vrai, eux, il faut pas me censurer. Ouais. Là, je peux le dire. À quoi c'est dû? Je pense qu'ils sont tellement. Est-ce que c'est voulu? Ils ont voulu laisser une. Non, ça, j'en sais rien. Et je dirais pas jusque-là. Bizarrement, il y a une autorégulation quand on censure plus. Je veux pas aller jusque-là parce que moi, j'ai pas envie de défendre Amazon. Mais Amazon, c'est le seul chose. Le petit Xavier qui est tranquille, qui travaille dans son coin, qui fait ses choses et qui écrit son bouquin, qui essaie d'appeler des éditeurs. Il n'y a pas de Xavier qui sort, il n'y a pas de livre qui sort. Moi, j'ai pas trouvé. Les éditeurs, venez me voir. On fait une réédition si vous voulez. Et Amazon, il va même pas me censurer que je dis ça. On fait une réédition. Donc à un moment donné, moi j'ai envie de sortir mon bouquin. Sinon, pourquoi moi j'aurais pas le droit de sortir mon bouquin? Donc déjà là, il y a une question, je suis désolé, voilà. J'ai pas trouvé, s'il y a des éditeurs qui m'écoutent, qui me disent oui, mais nous on veut. J'ai encore plein de livres à écrire et je veux bien rééditer ces livres-là. En plus, c'est vrai que tu as d'autres livres, tu m'as parlé de oui, je vais en sortir d'autres. Oui. Alors, et donc je continue par la suite, j'ai pas fini pour la censure. Tu crois qu'il y a pas d'éditeurs qui aiment. Mais aussi, je suis sûr qu'il y en a plein. Mais il faut mettre des pavés dans la mare. Alors, si je suis sûr qu'il y en a plein, mais je sais pas où les croiser. J'ai fait des salons du livre et tout, il n'est pas marqué sur la tête, je suis prêt à lancer un pavé dans la mare dans la société. Il n'est pas marqué sur la tête. Donc tu parles avec des gens, il y a des fois tu parles pendant une demi-heure, 35 minutes, tu parles de ton projet. Tu leur dis oui, ça m'intéresse, c'est ce qui est passé pour les 3 éditeurs, j'ai été chopé dans des salons du livre parfois. Et voilà, et alors après il y en a plein sur internet qui disent oui, mais c'est difficile de savoir derrière internet une fois que tu fais des démarches à qui t'as affaire, c'est compliqué. Donc du coup, moi, n'étant pas un féru de tout le monde de l'édition et tout, par contre j'ai envie d'écrire, j'ai toujours écrit depuis tout le temps, tu le sais. Poésie, pièces de théâtre, j'ai écrit plein de trucs. Parle de musique, nouvellement. Exactement. Et voilà, sur l'album Magic Funky. Magic, espace Funky, M-A-G-I-C, espace F-U-N-K-Y. Alors moi je mets sans espace, malheureusement, tant pis. Mais Quintessence, et je préférais que ce soit sans espace, mais voilà. Et Quintessence, c'est le titre, Quinte et Sens. C'est le titre de l'album. Donc, le titre de l'album. Du dernier album, parce qu'il y en a eu plusieurs. Bon, bref, ça c'est autre chose. Mais la censure, il continue. C'est-à-dire qu'une fois que il est sorti, moi j'ai voulu aller, comme je suis en train de sillonner la France très régulièrement, dès que je vois une librairie, ou dès que je vais dans des bibliothèques, je leur dis hey, j'ai fait un livre, ça vous intéresse pas? J'y étais au culot comme ça.
Bon, un peu timidement, parce que je suis Non, les gens ils te censurent parce que c'est Amazon. Alors, il y a plein d'objets, il y a plein de raisons. Alors, il y a quelquefois, ah mais c'est Amazon, nanani, nanana. Il y a parfois, il regarde le livre, il fait, ouais, mais je vois de quel genre c'est, je vais avoir des problèmes avec mon électorat, eux, ils préfèrent lire des choses simples. C'est-à-dire des choses simples, 2 plus 2 égale 4, et puis Choupi va à la boulangerie, pour les enfants c'est très bien. Et puis pour les adultes, des romans à l'eau de rose, Harlequin, ou j'en sais rien, voilà, ou quelques policiers. Voilà, c'est très bien, je ne critique pas. Ou du Zemmour qui va Mais leur voilà, faire peur. donc, ils décident eux-mêmes à l'avance que les gens qui fréquentent, ils le disent, ouais, voilà. Est-ce que tu crois que dans les années 80, on aurait plus facilement dirigé ça qu'un livre de Zemmour? Alors je ne veux pas parler de Zemmour parce que j'en sais rien, mais... Ou un livre de... Non mais qu'importe, non en fait, ouais, non c'est pas bête, Je pense que ce genre de livre a été plus promu dans les années 80 que... je pense aussi, c'est pour ça que je te pose. Et maintenant c'est l'inverse, ouais c'est pas si bête. Je pense en effet que avant on aurait plus été vers ça, et moins censurer le reste. Et peut-être censurer le reste quoi, plus. Ouais. Ouais, c'est vrai. Un peu plus, peut-être pas censuré, même pas, hein. Mais on aurait, ouais, ça aurait été plus difficile. Donc, oui, c'est vrai. Donc, du coup, je continue quand même la censure. C'est dingue, c'est que dans les bibliothèques, certaines bibliothèques, ils ont regardé. Et j'ai une bibliothèque, par exemple, qui m'a dit, une dame qui m'a dit, écoutez, j'ai appris plein de choses. C'est formidable. C'est vachement bien documenté. Je suis très content d'avoir, merci. Mais, je vais pas quand même vous le prendre dans la bibliothèque, je sais pas pourquoi. Je vais avoir des problèmes, il y a une bibliothèque municipale, la mairie. Ils ont un parti politique. Voilà, c'est foutu. C'est foutu. Et on m'a dit ça dans plusieurs bibliothèques. Il y en a même un qui m'a dit, alors là c'était gentil cette dame-là. Et un autre monsieur il dit, ouais mais je vois de quel genre c'est. Je vois quel genre de gens vous êtes, il m'a dit. Je vois quel genre de gens vous êtes. De quel genre de gens je suis. Bah... style, et là il savait pas trop où c'est. Ouais, je crois qu'il pensait des trucs comme ça. Le wokiste. Alors j'ai jamais su si le wokiste c'était un type qui mangeait des légumes, qui voulait la maltraitance animale, ou qui voulait être trans, ou qui voulait être on sait pas trop contre le nucléaire, ou qui veut. Tout ça c'est wokiste, hein. Il y a personne qui tout ça. Donc voilà, t'es wokiste, et et l'égalité homme-femme, tout ça, le wokiste il y a tout ça. Voilà. C'est comme si tu faisais un autoportrait dessiné de schématique. Et on fout wokiste. Et on dit tiens, toi t'es le schéma. En même temps ça ressemble au wok, hein. Tu fais du wok. Alors à la base ça vient de wok réveillé, mais moi j'ai envie de rigoler, un wok, tu mets tous les légumes dedans, ou ta viande, tu fais ton wok. Et voilà, wokiste. Ça c'est un terme d'extrême droite. Ouais. Islamo-gauchiste, c'est un terme d'extrême droite. Ouais. Parce que tu connais. Alors à la base, en plus, la gauche française, elle est plutôt anticléricale, ce qui n'est pas forcément notre cas d'ailleurs, mais à la base, elle est plutôt anticléricale. La gauche française. À un moment donné, forcément, c'est rempli d'humanistes quand même, qui disent chacun fait comme il veut, tu deviens islamo-gauchiste. Parce qu'à partir du moment où tu dis à quelqu'un d'extrême droite, chacun fait comme il veut, lui pense aux méchants musulmans qu'il a dans la tête, et qui dit, mais le musulman, mais t'es un islamo-gauchiste. Mais islamo-gauchiste, quoi. À la base, C'est quand même les anticléricaux qui sont traités d'islamo-gauchistes au nom de la liberté. C'est quand même dingue. Mais je veux parler de les écoles et les mairies qui sont Laïque. laïques. Et non, la laïcité, en France, elle existe en 1905, séparation de l'Église. Pourquoi je trouve plus le mot laïque? La laïcité, c'est très intéressant. J'en parle dans le bouquin. Oui. La laïcité, séparation de l'Église et de l'État, 1905. À la base, c'est pour que déjà l'affaire politique ne soit pas teintée de religion, comme on voit encore aux États-Unis où Bush il peut envoyer bombarder l'Irak en 2001-2002 au nom de la Bible. C'est pour éviter ça en fait. Donc voilà, c'est pour éviter ça. Et aussi, derrière, pour que chacun puisse avoir la liberté. Aussi bien l'athée que le religieux. Et derrière le religieux, toutes les religions. Toutes les religions. Quand tu es un enfant des années 80, tu voyais très bien, moi je sais pas, l'idéal que j'avais, moi c'était un athée, j'en sais rien, moi un curé, un rabbin, un imam qui discutent, qui mangent ensemble et qui discutent. On avait un peu, ça pouvait être ça pour l'imam. Pour moi c'était ça, j'ai toujours pensé à ça. Mais pour moi c'était ça l'idéal français. Mettre tout le monde à table ensemble. Voilà. Et donc quelque part, oui, s'il y a des mairies qui veulent mettre une crèche, il n'y a aucun musulman, j'ai jamais vu un musulman qui était contre le fait qu'il y ait une crèche dans les mairies, avec le Jésus et tout. J'ai jamais vu quelqu'un qui est contre, même pas un musulman. Oui, voilà, si les gens ils veulent mettre une croix de Fatima, un voile, tant qu'ils sont pas en train de vous tuer avec le voile, c'est leur liberté. Je sais pas que moi je trouve que le voile il est beau, je m'en fous. Mais c'est que les gens ils peuvent, c'est sur leur corps. Ouais. Je veux dire, sinon, voilà,
Et on a quand même le droit de porter ce qu'on veut sur le corps. Le problème, ça serait si des gens sont forcés de quelque chose. Mais en fait, déjà, à la fin des années 80, attends, je dis même pas, c'est pas vrai, c'était à la fin, c'était en 95, mais ça a commencé à la fin des années 90, du voilà, c'est déjà de cette époque-là. Mais il y a eu des redites, c'est-à-dire, moi je sais que je suis à la fac, à 1003 justement, au moment, voilà, et à un moment donné, je crois que je dois être en licence ou quelque chose comme ça, et la polémique du voile refait surface. À l'école, faut enlever, faut arracher les voiles des dames et tout. Du coup, il y en a eu plus, hein. Depuis, il y en a toujours eu plus. À chaque fois qu'il y a eu une polémique, il y a eu plus de voiles après. Et c'est vrai pour même les pays à l'étranger. Parce qu'à Djibouti, bah moi j'avais mon ex-épouse qui est djiboutienne, elle part en 97 de chez elle, personne n'est voilé. On va visiter son pays en 2014, elle était la seule pas voilée, et les gens disaient, les femmes, pas les hommes, les femmes disaient hey, pourquoi tu cours nue dans la rue? Parce qu'elle n'avait pas de voile. Tu cours nue, elle était nue parce qu'elle n'avait pas de voile. Elle était habillée, bien sûr. Et, voilà. Et donc, du coup, on en arrive à avoir, parce qu'eux, ils ont France 24, ils ont les chaînes de télé, donc ils voient les polémiques. Du coup, l'identité communautaire, elle augmente avec tout ça. Mais moi, je vais pas être pour ou contre, il faut savoir quand même ce qu'on est en train de produire. Enfin, je veux dire, c'est logique. Et d'ailleurs, notre maman, elle le disait, qui n'était pas une grande c'est pas une grande politologue, mais elle disait, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre? Ils sont en train de créer un problème. Alors elle disait pas un problème, elle fait, bah avec ça, c'est sûr qu'il y aura plus de gens. Donc c'est quoi le but? C'est quoi le but? Je veux dire, à l'époque, t'avais 3 femmes. J'ai une autre question qui est importante. Et donc moi, ça pose pas de problème. Alors, mais attends, je veux quand même finir parce que sinon ça peut faire des polémiques. Et j'ai te parler à la fac, je vois, à ce moment-là, cette polémique, je vois une étudiante voilée. Qui vont être en projet parce qu'on était en train de chercher le voile dans les universités, est-ce qu'on avait le droit, les filles n'ont jamais le droit de rentrer dans les universités à cette époque-là, c'était interdit. Donc la polémique elle est grande. Et moi j'ai vu voir plus le cas, ça choque plus personne. Et il disait à ce moment-là dans les médias que toutes les femmes voilées étaient obligées, contraintes par des hommes méchants. Les papas, les grands frères et tout ça. C'est ce qu'il se disait. Moi bon, ça me semble quand même dingue de dire ça. J'ai plein de potes musulmans, toi-même t'en avais à cette époque-là. C'est pas ce qu'on a l'impression de voir. Oui. Donc moi je vois une femme, une étudiante voilée à l'école, je lui dis bah écoute je suis désolé mais un soir il y a plein de polémiques et puis je lui dis mais t'es pas forcé. Elle me dit elle m'a dit qu'est-ce que ça fait du bien de voir un type qui me pose cette question, je te remercie vraiment. Et donc on a pris un café des étudiants étrangers qui était au-dessus de l'UFR cinématographique. Je me rappelle qu'il y a qui a été, tu vois. J'ai été super par le cinéaste, il était pas turc. Si, Mourat. Oui, Mourat, il t'a fait tourner dans un film, je me rappelle. Mourat, bah voilà, mais j'étais souvent avec lui dans cette café d'ailleurs. Ouais. Et là, donc elle me donne un rendez-vous, et elle me dit j'ai travaillé avec des copines. Dans la café des étudiants étrangers, il faut revoir la scène, dans les années 87-98. Et je suis avec 16 étudiants voilés et moi qui leur pose des questions. La rencontre a été magnifique. Ça paraît rien, on est en France, hein, on pourrait se parler. Sur les 16, combien ont été forcés? 0. Alors moi je peux bien, il y en a même qui me disaient, c'est mes parents qui sont inquiets. C'est mes parents qui sont inquiets. Ils disent de le retirer. Ouais, ils disent pourquoi tu fais ça? Nous on le faisait pas, pourquoi tu le fais? C'est super intéressant. Tu vois, à ce moment-là on n'avait pas encore des caméras, moi j'étais fauché. Je suis toujours, non je rigole, mais je veux dire, tu vois, et je pouvais pas filmer le truc. Mais je l'ai vécu, ça me fait poser des questions. Je me dis, mais les médias ils disent, alors ça veut pas dire qu'il n'existe pas des personnes forcées quelque part. Forcément qu'il y en a, je fais pas un déni. Mais entre 100% et 0% pour 16, alors c'est une minorité. On est un milieu étudiant, hein, c'est un milieu étudiant. Mais il y a même pas 10% qui sont forcés, il y a même pas 5. Il y en a peut-être 1 ou 2, je sais pas, je pourrais pas dire le chiffre, faudrait faire. Mais il faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc à un moment donné, c'est le problème. Et là encore une fois, on est en 2025, je dis ça, les gens ils vont dire ouais, Xavier islamo-gauchiste, il défend les femmes voilées. Non, je m'en fous, je suis juste pour la liberté. Et eux qui sont tellement sur les sondages en politique, ont-ils fait des sondages pour demander comme toi voilà. À combien de personnes ils se sentaient forcés de... Ils ne l'ont pas fait? Non. Donc sans sondage, ils décident. Et à ce moment-là, c'est là que t'as vu des pseudo-intellectuels arriver sur les médias et commencer à balancer des lieux communs faux. Des lieux communs faux, c'est faux le faire parce que des lieux communs c'est ce que tout le monde sait, mais là c'est faux. Style tout le monde est forcé chez les femmes voilées, et ces gens-là ils prolifèrent sur les BFM TV et tout ça. Et tu les as vus proliférer jusqu'à la crise Covid. Hein. C'est ceux qui sont toujours d'accord. Alors, avec les peurs. Une question qui me brûle les lèvres, j'aimerais vraiment pas l'oublier qu'on passe à côté, parce que je pense que beaucoup de gens veulent avoir une réponse sur une question que je vais te poser. Alors attention, c'est à ce moment-là que je peux dire qu'il y a quand même 2 librairies qui ont accepté. Oui, 2 librairies, voilà. Ça c'est important. C'est quand même important. Alors, on peut le trouver sur Amazon, le livre évidemment, mais il y a 2 librairies, et une récente, il y a 3 jours, ça m'a fait plaisir parce que je n'osais plus y aller. Il y a une librairie à Péranchy, que vous pouvez le trouver. Dans le nord de la France, à Péranchy, au bord de l'île, pour ceux qui sont du nord de la France. Le nom.
Ah, une autre histoire. Une autre histoire. La la librairie librairie. de Péranchy, une autre histoire Voilà. qui met en dépôt-vente. Et c'est grâce à mon frérot. En Ouais. plus. J'en ai parlé. Qui en a parlé. Et voilà, et donc la dame elle a accepté direct. Ouais. Donc voilà, et je la remercie. C'est beaucoup. génial. Et C'est un bon soutien. voilà. Et donc du coup, vous pouvez le trouver, tous mes amis du Nord, parce que quand même dans T'as le Nord. déposé aussi celui-là, hein? Oui, alors je parle après. Ouais. Dans le Nord, j'ai plein de connaissances, j'ai plein d'amis, plein de gens qui m'ont connu puisque j'ai passé mes études là, je suis Ça inscrit. permet d'avoir Si dans mes contacts une librairie physique. qui me suivent, qui sont dans le Nord, vous pouvez l'avoir physiquement. Il est à Péranchy, notre histoire. La librairie à Péranchy, notre histoire. Donc voilà, vous pouvez aller vous le procurer. D'autres, si j'ai des gens qui me connaissent qui sont sur Soissons, récemment j'ai un monsieur qui m'a dit moi ça m'intéresse, je veux prendre votre bouquin, et là par contre j'ai pu lui expliquer le contenu directement, il m'a dit oui je le veux, donc ça existe quand même, et il l'a pris. Alors ça a l'air d'être une librairie engagée, et ça s'appelle L'Arbre Généreux à Soissons. Des gens formidables, j'ai vu des personnes... L'Arbre Généreux à Soissons, donc c'est entre Paris et Saint-Quentin, hein, c'est... Voilà. Ouais c'est ça. C'est ça. Entre Gisors et Reims, si on veut dans l'autre sens. Voilà, ou dans le sens entre Compiègne et Château-Thierry. Allez voilà. Non. On a quadrillé. Ah oui, Si. oui c'est vrai, c'est plus... Si, si, oui voilà, on peut peut dire ça. Ou entre Roi et Château-Thierry. Bon voilà, en tout cas à Soissons, là où il y a le vase de Soissons, puisque tout le monde me parle du vase, quand je dis que c'est à Soissons... Entre Meaux et Roi. Ouais, Voilà. c'est On pas a- trop mal. Là, géographiquement, on vous... Donc Soissons, qui est quand même une ville connue, Eh oui. avec 4 S, Et historique. exact. Donc, l'Arbre Généreux dans le centre-ville, allez vous procurer. Jeanne d'Arc a été arrêtée à Soissons pour après être brûlée sur le bûcher. Donc voilà ce que je voulais dire, et pour moi, je savais pas trop comment expliquer ce livre-là. Bon, je l'ai expliqué de plein de manières, peut-être ou pas assez en fait. Parce que voilà. Et c'est pour ça que je t'ai demandé si on pouvait faire cette rencontre, qui est plus sur une base donc, du coup de dialogue, où bah, c'est moi qui parle plus parce que voilà, je te remercie, tu fais le présentateur. De toute façon, moi j'avais Mais- plein de Ouais. questions Ouais. et je crois que tu avais des bonnes réponses complètes à dire. Alors, Donc est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors, Ah oui, on peut parler du livre là. après avoir dit donc que ton bouquin Ensemble vers le monde de demain, de Xavier Donat exactement, Alors aussi, à Péranchy, à une autre un histoire et à l'Arbre Généreux de Soissons. Exactement, merci. Si jamais vous voulez vous occuper d'une radio, vous voulez qu'on discute de ça, n'hésitez pas à me contacter. Si jamais vous êtes aussi, vous avez une librairie ou une bibliothèque quelque part en France, une bibliothèque indépendante, parce que l'Arbre Généreux c'est une bibliothèque indépendante, eh ben sachez que si vous voulez avoir ce livre-là, vous pouvez. Et voilà, et donc déjà c'est ça. Ensuite c'est vrai, là je dis que c'est Xavier Donat. J'ai préféré, parce que c'est assez engagé, je le savais avec mon parcours, je préférais me le donner sous Xavier Donat. Alors ceux qui voient la vidéo, vous savez que c'est les deux mêmes personnes, mais bon voilà, c'est un peu un trompe-l'œil, un peu un secret de polichinelle. Mais voilà, la pièce de théâtre, là, je ne l'ai pas publiée sous Xavier Donat. J'ai publié sur Xavier Niblen, qui est mon vrai nom, parce que il y a deux pièces qui ont déjà été jouées. Quand tu étais jeune, Sous le nom de Xavier pas Niblen. encore le nom de scène que tu as Voilà. eu, même quand tu étais l'auteur des musiques Voilà. qu'on a fait en auteur, c'est Xavier Ouais, alors Donat. attention là-dessus, parce que là-dessus, c'est toi qui as rentré la musique et t'as Oui, fait une j'ai erreur. fait quelques Normalement, erreurs. tu devais le rentrer à Xavier Donat et t'as mis Xavier Niblen sur le dernier. J'ai mis Xavier Niblen quand tu chantes pas grave, et Xavier Donat quand tu es texte. Du coup, même mon frère, il sait plus si je suis Xavier Donat ou Xavier Niblen. Non, mais je en rigole. fait, non. Ok. En fait, c'est que C'est pas très grave. qu'il chante. Et quand il chante, j'ai continué à appeler Xavier Niblen, ce qui est une erreur. Alors qu'en nom d'auteur, je l'ai bel et bien appelé Xavier Donat. Bon, c'est pas une erreur en soi, parce que je suis la même personne, c'est la même personne. C'est la même personne. Mais bon, voilà, sur des Et choses pour plus moi, ça a engagées. resté un nom d'auteur, Xavier Donat. Ouais. Et Xavier Niblen, en chanteur, j'avais un... Non, mais je vais m'en servir quand je veux mettre un peu de distance avec moi-même, Ouais. parce que bon, voilà. Et Xavier Niblen, bah, pour toutes les pièces de théâtre qui ont déjà été tournées sur Alors, Niblen. moi, personnellement, ça me touche, ce livre. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi? C'est une partie de mon enfance. Ouais. Tempire, Alors, notamment. mets-toi un peu plus par là pour. Tempire, c'est une partie de mon enfance. Ouais. Quand on était jeune, Xavier a fait une association de loi 1901 qui traitait tout au début de la poésie. VPSE. Qui, très vite, VPSE qui veut dire en latin, Veritas Poetae Styloidet. Parce qu'on était un poète à la base. Vérité qui sort de la plume du poète, ça veut dire. Donc en latin. Association qui existe toujours mais qui a changé de nom. Et que je connais pas les gens qui ont repris. Mais ils ont changé de nom et j'ai oublié le nom. Oui, ça serait bien qu'on débarque là-bas, qu'on dise ah, on a créé cette. Ouais, je sais pas, Ça je serait pense drôle. qu'ils ne connaîtraient pas du tout. Ça serait drôle. Oui, on connaît plus personne. C'est vieux, mais on sait qu'elle continue à le perdure. Ils ont Alors, changé de nom il y a 3-4 ans. Cette association de poésie s'est très vite transformée en une association de groupes d'écriture et notamment de pièces de théâtre.
Et on s'est mis à jouer nos propres pièces de théâtre, puis après on est devenu une troupe de théâtre. Donc on n'a pas écrit que ça. Ça c'est la deuxième génération de pièces de théâtre qu'il a écrit à l'époque de VPSE. Il avait écrit L'Auberge des Pyrénées, La drogue c'est pas la drague. J'ai sorti là, Et il a comme projet de les sortir, ce que je sais aussi, et qui m'enchante. Donc cette année, impatient. j'espère pouvoir rééditer 3 des pièces qui ont déjà été jouées. Donc à l'époque de VPSE, parce que malgré moi, elle n'a jamais été, elle est plus récente, hein, mais les autres, elles ont. Oui, tu as commencé par les plus récents. Voilà, et j'aimerais bien aussi sortir aussi mon premier recueil de poésie, parce que j'en ai écrit tellement dans ma vie, et il pourrait en avoir au moins 3 ou 4 de recueils de poésie, et j'espère sortir le premier. Alors, regardez, quand on les feuille, c'est du théâtre, hein. C'est du théâtre, c'est jouable. Donc, si vous avez une troupe de théâtre et que vous voulez jouer, c'est ce que une pièce très sympa. Voilà, vous avez le livre avec tous les rôles, comme ça. Hop, vous essayez d'en acheter un pour l'association, ça nous rend service. Et après, pour tous les acteurs, vous pouvez photocopier, c'est pas un souci, comme voilà, dans chaque bien sûr, troupe de théâtre du monde. Maintenant, voilà, mais vous pouvez la jouer. Si vous la jouez, vraiment, n'hésitez pas. Mais vraiment, n'hésitez pas. Appelez-nous, on sera content de voir la pièce jouée par vous. Ça serait chouette, l'une des pièces. Voilà. D'autant plus que j'ai lu avec des amis, parce que j'ai eu la chance d'être au Festival d'Avignon pour aider une amie qui est avec sa troupe, et que j'apprécie beaucoup, et on s'est mis à lire comme ça, à faire une lecture. Elle m'a dit mais comment ça se fait que ça n'a jamais été joué, c'est génial. Elle m'a fait vraiment un compliment, elle m'a dit mais comment, mais en même temps c'est un compliment, et en même temps elle m'a dit mais qu'est-ce que t'as fait, pourquoi t'es à 47 ans, voilà, 47 ans, pourquoi. Donc bon, c'est vrai que j'aimerais bien un jour qu'une de mes pièces soit à Avignon, c'est un de mes rêves, donc peut-être que je le ferai, mais si vous êtes une troupe de théâtre et vous voulez jouer, franchement, notamment à Avignon, vous avez compris le message. Le challenge est un peu plus élevé. Non, attends, j'allais dire, l'Antifatale, c'est vraiment une pièce trop moderne à jouer. Parce qu'il y a 2 acteurs, c'est ça 3 Non, il y en a 5. Mais il y en a 2 et 2. En fait, il y en a 4. Il faut savoir que dans le théâtre moderne, on joue rarement, comme dans le théâtre classique, avec 10 rôles. 15 dans ce cas-là, c'est que 2 pour Malgré moi. Ouais, pour moi, c'est 2, c'est très moderne et c'est plus comme des monologues qui sont voilà, c'est celui-là qui est. Et voilà, c'est ça. Et donc, du coup, bah là, franchement, il y a des pièces, franchement, qui sont. Et tant que c'est un peu plus, c'est 8 rôles, 8-9 rôles. Avec un acteur encore vivant. Avec un auteur encore vivant. Ouais. Tant pis, il y a 8-9 acteurs. Un peu plus. Hein. Oh, et elle va bientôt arrêter. Donc du coup, je pense de toute façon qu'on est à la fin. Allez, on fait une petite conclusion en la remerciant tous d'avoir remercié si vous avez été jusque là. Et voilà, et merci beaucoup. Et XanXL, abonnez-vous, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi commenter, on adore vos retours, on les lit tous et on répond à la majorité d'entre eux. J'irai même à tous, même à ceux que parfois on a du mal à comprendre. On répond. Non, je rigole. Allez, ciao, ciao, salut. Abonnez-vous, likez.